Super. Eh ben, je vous laisse dans les mains de Christian qui va vous raconter un petit peu le deep learning. Merci beaucoup. Je vais vous présenter, je ne me présente pas. Je vais juste dire que c'est le travail à la fois de moi, mais surtout aussi de 4 étudiants en thèse. Donc Nathalie, Bastien, Fabien et Quentin. J'avais peur un peu avec ta question parce que je me suis dit, tu vas poser la question qu'est-ce que c'est l'intelligence et je n'aurais pas pu trop répondre parce que personne ne connaît vraiment la définition de l'intelligence artificielle. La meilleure que j'ai entendue jusqu'à maintenant, c'est que l'intelligence artificielle, c'est tout ce que les machines ne peuvent pas encore faire. Donc ça bouge tout le temps. Et je ne trouve pas mieux. Donc là, aujourd'hui, je parlerai de deep learning surtout pour la vision. Pas que, mais entre autres, je vais juste un peu commencer avec un premier transparent, vous expliquer la difficulté. Donc là, vous voyez, par exemple, typiquement une citation, vous vous réveillez, vous versez un jus d'orange, donc probablement aux États-Unis, parce que chez nous, on n'a pas les jus d'orange comme ça. Et donc ça, c'est ce que vous voyez, donc c'est ce que vos yeux regardent. Sauf que non, ça, c'est pas ce que vos yeux regardent, c'est ce que votre cerveau regarde. Vos yeux, voient ça. Ça. Donc une image, c'est quoi? C'est une matrice. Donc là, on a une matrice rectangulaire, ça veut dire que c'est quelque chose qu'une caméra regarde. La rétine n'est pas aussi rectangulaire que le capteur d'une caméra, mais en gros, c'est des valeurs. Et donc le reste que vous faites, l'interprétation de ces données-là, comme quoi vous avez... L'interprétation que vous avez ici, que vous avez un mode, une table, etc., c'est votre cerveau qui le fait, et pas vos yeux. Et ça, c'est assez compliqué. Donc comment est-ce que le cerveau fait ça? La plupart des temps, par apprentissage. Si vous êtes capable de reconnaître des chats, c'est parce que vous avez eu beaucoup de chats dans votre vie, et au début de votre vie, on ne vous a pas expliqué que vous êtes en train de regarder les chats. Vous avez juste vu les choses arriver, qui étaient doux, qu'on pouvait toucher, qui étaient agréables, etc. Et en fait, vous les voyez plusieurs fois, donc vous avez commencé à découvrir des régularités dans vos capteurs, dans vos expériences. Vous avez associé quelque chose avec ça. Et après, votre maman, votre papa vous a dit chat, chat, chat. Donc vous avez associé un nom avec ça. Donc là, j'ai déjà parlé de l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage supervisé. Non supervisé, ça veut dire qu'on découvre des régularités, des choses qui arrivent très souvent, on les groupe ensemble. Et supervisé, ça veut dire qu'un enseignant ou un parent, quelque chose, nous montre quelque chose. Donc les deux façons sont des façons qu'on utilise. Et on voit aussi que géométriquement, les images sont complètement différentes. Le chat de devant, de derrière, de dessus, etc. Ça n'a rien à voir géométriquement et vous êtes quand même capable de détecter, de le reconnaître. Et même si je vous montre un chat d'un point de vue que vous n'avez jamais vu dans votre vie, ce qui peut être peu probable, mais dans tous les cas, vous êtes capable de le reconnaître. Donc comment est-ce que ça se fait au cerveau? Ça, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a des neurones, donc avec les synapses, les actions, tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on sait comment marche à peu près un neurone qu'on sait comment marche le cerveau. Donc on a un peu les vues des deux côtés, on sait à peu près où sont les cortex de différentes façons, on connaît un neurone, entre les deux on ne connaît pas trop. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas m'avancer sur le cerveau, je vais juste parler des réseaux de neurones artificiels, donc ceux qu'on utilise en recherche. C'est un peu similaire parce que en gros ce que vous avez ici, vous avez des données à l'entrée, c'est un peu comme les informations qui arrivent soit dans le senseur dans votre corps. Et en fait, ça c'est ce que votre neurone va sortir. Il y a des valeurs qui rentrent, qui peuvent venir d'un autre neurone, et il y a un traitement qui se fait, et il y a quelque chose qui va sortir. Et donc ça, c'est en gros la brique d'un réseau de neurones. Et après, c'est connecté. Donc on a ici les entrées, par exemple une image, tous les différents pixels, les valeurs, les points dans votre image, et la sortie, si vous avez une décision. Par exemple, vous voulez prendre des images et classifier en chat, chien, moto. Vous avez 3 valeurs en sortie ici, donc en gros, il y a des valeurs qui rentrent, vous allez calculer cette valeur-là, qui est rien d'autre qu'une somme pondérée. Je ne vais pas beaucoup aller dans les parties scientifiques, un tout petit peu au début. Donc en gros, vous avez des connexions ici, et chaque connexion a une valeur, une pondération, et ce que vous avez calculé ici, c'est ça fois cette valeur, plus ça fois cette valeur, plus ça fois cette valeur, ça donne ça. Et ensuite, même chose, rebelote ici. Ce neurone-là va calculer la sortie, ce que veut calculer celui-là, fois une valeur, plus ce que va calculer celui-là, fois une valeur, etc. Donc toute la connaissance, le savoir-faire, la capacité de raisonner par votre réseau de neurones réside dans ces connexions-là. Si au début, on les initialise aléatoirement, c'est comme si vous êtes né et vous ne connaissez rien, ben ça fait n'importe quoi. Donc vous mettez chat, chien, moto là-dedans, ça vous donne n'importe quoi comme décision.
ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'entraîner ce réseau. Ça veut dire qu'on va lui fournir des informations, et le plus facile, c'est à faire quand c'est de manière supervisée. Ça veut dire qu'on lui donne une photo, une image d'un chat. Et on lui donne, ici c'est un chat. Comment est-ce qu'on interprète ça? Ces trois valeurs, qui correspondent aux trois classes, chat, chien, moto par exemple. Et la valeur la plus haute sera la valeur gagnante. Si j'ai 1 là, 0,7 ici et 3 là, bah c'est ça qui gagne. Donc en gros, ce qu'on va lui faire, on va dire que, allez, prends une photo de chat. Il va calculer avec ses poids qui ressemblent à rien du tout parce que c'est de l'aléatoire. Ça va donner moto. On va dire, c'est pas bon ça, tu t'es trompé. C'est pas là qu'il fallait sortir, c'est là. Donc on va essayer d'adapter les différents poids. À chaque neurone, à chaque connexion, on va adapter les poids de telle manière qu'à la prochaine fois, ça ira mieux. Et après, on va passer des gigatérapétaoctets. En gros, c'est ça le deep learning. On va avoir des grandes bases de données à noter qu'on va tous passer, et pas une seule fois, une donnée n'est passée une seule fois, mais des centaines, des milliers de fois. Et à chaque fois, on adapte les réseaux. Mathématiquement, et là je m'arrête avec les maths après, ça correspond à une minimisation. Parce qu'en fait, vous avez ici, typiquement, vous avez des dizaines de millions de poids, des connexions. Dans la tête, vous avez des trilliards, mais dans un réseau de neurones utilisé en industrie actuellement, en recherche, vous avez à peu près des dizaines de millions. Et en fait, chaque poids, il faut le trouver, il faut l'adapter. Donc c'est ça l'apprentissage. Ça correspond à une minimisation dans un espace. Ici, on a un espace de 3 dimensions. C'est des espaces dans lesquels on vit. Et en fait, imaginez maintenant un espace avec 40 millions de dimensions. C'est ça l'espace dans lequel vivent les neurones. Un point ici correspond à une connaissance. Si vous voulez bouger, ça veut dire que vous devez adapter les neurones. Il faut que vous fassiez une minimisation. Et ça, minimisation de quoi? De l'erreur. Vous voulez que le réseau de neurones minimise l'erreur sur les données que vous connaissez. En industrie, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des données que vous connaissez parce que vous les avez collectionnées, et vous entraînez un réseau sur ces données-là, vous l'envoyez dans la vraie vie, et vous espérez que ça se passe bien. Vous espérez que ça se passe bien, ça veut dire que les données que vous n'avez jamais vues, que le réseau de neurones n'a jamais vues, sont bien traitées. La plupart des temps, ça ne se passe pas bien, pas toujours bien, parce qu'en fait, on a collectionné les données, et on s'est aperçu qu'elles ne sont pas complètement représentatives. C'est pour ça que toutes les grandes entreprises, comme Google, etc., quand ils envoient des réseaux de neurones dans la vie, après, ils font en sorte que ces produits qu'ils vendent collectionnent les données et l'envoient à la maison. De telle manière qu'on peut en permanence reprendre les données, étiqueter si possible, et ensuite raffiner. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Avant de passer aux applications, juste, peut-être pas trop, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste en vision. On ne va pas rentrer ici un pixel après l'autre, parce qu'on a des données énormes. Vous prenez une vidéo, vous voulez classifier des vidéos, ce sont des milliards de pixels. Si vous mettez des milliards de pixels dans un réseau de neurones, chaque pixel est connecté à plusieurs neurones, vous aurez des billions et des milliards de paramètres à prendre, ça ne se passe pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des réseaux de neurones qui détruisent l'information rapidement, qui les traitent, qui diminuent l'information. On ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. Ce qu'on peut dire aussi que le deep du deep learning, en français on appelle ça d'ailleurs l'apprentissage profond, c'est la profondeur du réseau de neurones. Ça veut dire que là, l'information est traitée et c'est organisé par couches, on appelle ça des couches. Une première couche, une deuxième, une troisième, une quatrième, et chaque couche va extraire des informations qui vont aller, j'appelle ça dans le bon sens, c'est-à-dire on augmente le niveau d'abstraction. Au début, on fait des traitements très basiques, et à la fin, les informations qu'on calcule, c'est des valeurs qui sont de plus en plus proches au concept de très haut niveau. Présence d'un œil, par exemple, si on veut détecter un chat. Donc ça fait quelque part ici et pas trop ici. Et donc, du coup, ces informations, on peut les traiter, on peut les visualiser. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc là, ce qu'on voit ici, la visualisation, ce qu'a pris un réseau de neurones qu'on a entraîné à détecter des objets. On a défini 1000 classes d'objets qui sont entre chapeau, banane, moto, chat et chien. Et en fait, au fur et à mesure que les 3 diapos avancent, on va voir, dans une première bouche, vous voyez les concepts qu'ils détectent. C'est des coins, des traits, des couleurs, des choses comme ça, des spirales, des contours. Déjà, couche 2, c'est un peu plus complexe. Couche 3, on va avoir des espèces de motifs texturés,
un peu des roues, parce qu'une roue c'est un concept assez simple, c'est toujours rond. Hein. Une fleur aussi, ça peut être simple. Et au fur et à mesure qu'on avance, couche 4, couche 5, déjà on commence à avoir des concepts émergés qui sont de bonne qualité, donc par exemple la tête d'un chien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici des oiseaux, etc. Donc, ça n'a pas été défini. Ces concepts ont été découverts. Ils ont été découverts parce que ces réseaux ont été entraînés sur 1 million d'images, ce qui n'est pas énorme en soi. Hein. On pense à 1 million d'images, ça peut se faire vite fait. Mais 1 million d'images qui sont annotées où les utilisateurs humains ont dit pour chaque image, il y a une banane, une moto, etc. dessus. Donc ça a pris l'industrie, surtout l'académie, le monde académique, beaucoup de temps. Donc c'est en 2007-2008 que cette base a émergé. Des chercheurs de Stanford ont collectionné cette base qui s'appelle ImageNet et qui a un peu déclenché la recherche en deep learning parce que tout d'un coup on avait des données. Ça a pris encore quelques années supplémentaires parce qu'il fallait aussi le matériel pour le traiter. Faire passer 1 million d'images une centaine de fois sur un réseau, ça prend du temps. Et d'ailleurs, sur un ordinateur classique, ça prend à peu près 1 an, toujours. Sur une carte graphique, maintenant, on l'a fait en 2-3 jours. Et il fallait du matériel vraiment pour ce genre de traitement. On n'était pas capable de faire ça avant 2009-10. Du coup, les réseaux sont devenus de plus en plus profonds, les nombres de couches ont avancé, mais en fait, c'est pas juste une question d'ingénierie. On peut pas juste dire que j'ajoute encore des couches avec plein de neurones. Le premier réseau qui a vraiment donné une très bonne performance, c'était AlexNet avec 8 couches. À partir de là, juste ajouter des neurones, ça a complètement buté, on n'arrivait pas à faire plus. Et au contraire, au lieu que les performances augmentent, les performances se sont dégradées. Donc en fait, un réseau de neurones avec 9 couches qui peut représenter la même information qu'un réseau de neurones avec 8 couches, donnait des moins bons résultats parce qu'il y a des problèmes numériques. Donc à chaque fois que la recherche a avancé et on arrive à faire des réseaux avec plus de couches, il fallait résoudre des problèmes numériques, des problèmes mathématiques pour permettre au réseau d'apprendre avec plus de connexions, ce qui n'est pas évident. Donc en 2014, Microsoft Google a inventé la supervision intermédiaire, où les informations ne sont pas juste fournies à la fin du réseau, mais de manière intermédiaire, à des couches intermédiaires, qui a permis de débloquer un peu la situation. Et en 2015, Microsoft a développé une technique qui s'appelle résiduelle. Le réseau apprend la différence, chaque couche apprend la différence par rapport à la précédente, qui a complètement débloqué la situation. Maintenant, on arrive à faire des réseaux à 1000 couches, ce qui était complètement impossible avant. Alors, donc j'ai fini un peu l'introduction, j'ai parlé de quelques applications qui se font en industrie, mais aussi chez nous au laboratoire d'Iris, à l'INSA. Donc la détection d'objets, donc ça c'est pas un travail à nous. Donc ça c'est Google encore. Donc en gros, la sortie d'un réseau, au lieu de faire une classification et dire que voilà, il y a telle et telle chose dans une image, on dit que c'est pas juste c'est ça, mais c'est aussi c'est là où il est. Donc le chien, il est là. Donc ce qui est utilisé maintenant, par exemple aussi chez Facebook, pour le tagging automatique. Quand Facebook vous propose par exemple votre copain il est là, c'est parce que vous avez déjà tagué votre copain plusieurs fois. Et donc à chaque fois que vous taguez un copain sur Facebook, ça passe sur un réseau de neurones, boum, et il a compris qui c'est, et après il vous propose de mener automatiquement ça. Et comme les réseaux sont tellement puissants maintenant, et surtout qu'il a déjà vu énormément de copains, parce qu'il y a des millions, presque 1 milliard de comptes, il me semble, dans Facebook maintenant. Donc il a pris 1 milliard de comptes fois je ne sais pas combien d'images. La connaissance était développée, emmagasinée dans un réseau de neurones. Donc pour un nouveau copain, pour une nouvelle personne, de temps en temps, il suffit un seul exemple. Alors que si vous apprenez sur une centaine de personnes, et après il vous faut 1000, 2000 exemples par personne, mais si vous avez déjà appris sur 1 milliard de personnes, pour une supplémentaire, un seul exemple suffit. Pourquoi ? La décomposition de personnes en partie du visage, il a appris à le faire à partir d'autres exemples. Donc il n'a plus besoin de faire ça. C'est comme vous en fait. Vous reconnaissez une personne que vous avez déjà vue parce que vous l'avez vue une fois sur une photo. Mais si vous êtes un nouveau-né et on vous donne la même chose à faire, c'est impossible. Un nouveau-né, vous donnez une photo comme ça et vous lui dites après 1 minute, est-ce que c'est la même personne ? Non, il ne peut pas, même s'il pouvait s'exprimer. Il faut d'abord encaisser des quantités d'informations pour apprendre à décomposer le flux d'informations en petits morceaux. Donc,
Dans le monde industriel, ça s'utilise aussi. Donc ça, c'est un projet qu'on fait avec l'entreprise Alusia à Paris. Par exemple, le réseau de neurones pour traiter les documents. Donc les entreprises reçoivent des factures, des déclarations, etc. Et donc maintenant, avant, c'était des traitements d'images de bas niveau, on comparait les pixels, on faisait des décompositions, etc. Maintenant, on apprend. On a demandé les gens à mettre des boîtes englobantes, des rectangles sur du texte. On a donné ça à un réseau de neurones, et boum, ça sort automatiquement où est le texte. Et après, le reconnaisseur qui vous reconnaît le texte, c'est un autre réseau de neurones qui passe dessus et vous dit c'est ça qui est écrit ici dans un endroit. Envoyez ça à ce monsieur-là parce que. Et après, vous avez des réseaux de neurones qui vous disent ça c'est une facture, ça c'est une réclamation, envoyez ça à tel et tel service. Donc c'est des briques différentes d'un ensemble. Donc ça c'est un travail fait par Bastien Moissé qui est doctorant chez nous au laboratoire. Je ne vais pas trop rentrer, mais c'est un réseau de neurones qui est aussi ce qu'on appelle un réseau récurrent. Donc ça traite à la fois dans ce sens-là, de l'image vers la décision, mais aussi à l'intérieur de l'image, on traite les flux du pixel entre eux. Donc ça, c'est pour ça que je t'ai sorti tout à l'heure, Arabot. C'est un projet avec l'entreprise Arabot qui a duré entre 2012 et 2016 sur un robot compagnon, donc Arabot qui est ici. Donc ça, c'est le robot. Sur les stands NVIDIA au GTC, GPU Computing Conference. Et ce robot-là, il est équipé d'une caméra, de plusieurs capteurs de distance, etc. Et l'objectif ici était de travailler sur les interfaces. C'est ça que je vous en parle. Donc en gros, travailler sur les gestes. Donc le robot est censé être capable de reconnaître des gestes, savoir ce qui se passe dans une pièce. Donc là, par exemple, on voit donc sa doctorante Nathalie Nevarova qui a soutenu sa thèse l'année dernière, financée par le projet Interpot qui était porté par Arabot. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai appris la bonne nouvelle qu'elle a été sélectionnée pour le prix de thèse en signal image vision 2017 pour la meilleure thèse dans le domaine. Donc en gros, de quoi il s'agit ici? Vous avez une personne qui met une main devant une caméra de type Kinect, pour ceux qui connaissent. Donc les pixels que vous voyez, ça s'appelle la profondeur. Donc la caméra dans une Kinect, vous associez pas une couleur à un pixel. Bon, celle-là existe aussi, mais surtout la caméra de profondeur, vous associez une distance. Donc si c'est noir, c'est très loin. Si c'est plutôt blanc, ça veut dire c'est plus proche. Donc pour chaque pixel, vous avez une distance en millimètres. C'est ça que vous recevez. Et l'objectif est de trouver automatiquement la position des différents doigts. Donc on appelle ça la posture articulée, parce que c'est ça qui vous permet après de travailler sur les interfaces, savoir la posture de la main, savoir qu'est-ce qui est maintenir par exemple un couplage entre une personne et une posture, savoir comment une main par exemple tient un objet, etc. Et aussi, à fortiori plus tard, de faire la reconnaissance de gestes. Donc avant, ça se faisait avec des algorithmes de traitement d'image. Bon, je pense que je vais utiliser. Donc on cherchait la géométrie, on trouvait par exemple des formes arrondies, etc. etc. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a certaines fois, il y a des frames où il y a du bruit dans l'image, on voit presque rien. Je veux dire, on ne reconnaît presque plus la main, alors que l'algorithme trouve encore la bonne position des articulations. Donc en gros, l'algorithme est capable de, comme vous d'ailleurs, avec votre cerveau, hein, parce que vous aussi, vous l'aurez trouvé, là. Donc en fait, l'algorithme n'est pas perturbé par l'absence, par exemple, donc il y a le capteur perd toute une partie du doigt, donc il y a un doigt qui flotte ici, les phalanges ici sont complètement disparues. Si on traite ça avec un algorithme classique, avec la géométrie, il faut prévoir ces cas-là, il y a une multitude de cas, ça ne se programme pas à base d'un système de règles, ce serait impossible. Donc là, ce qu'on a fait, un réseau de neurones, apprentissage. Donc, du coup, comment est-ce que ça se programme avec un réseau de neurones? Parce que ça veut dire, si on entraîne de manière supervisée, il faut un grand nombre de données, d'images, où quelqu'un avec un stylo dit, là il y a le petit doigt, le pouce, etc. Bon, c'est juste impossible. Donc ça se fait de manière... ça peut se faire, mais on ne dépasse pas les 300-400 images, ça prend beaucoup de travail, ça coûte très cher, et surtout la précision n'est pas bonne, parce que même pour un humain, trouver la bonne position, c'est pas gagné. Donc on travaille sur des images synthétiques. Donc on fait un simulateur qui simule un Kinect, on prend des modèles 3D de personnes, donc d'hommes, femmes, enfants, etc.
Et on commence à générer des postures articulées aléatoires. Donc on génère, là on a généré à peu près 100 000 images, 70 000 je pense, il me semble. 70 000 images complètement synthétiques. Et pour ces images synthétiques, puisqu'on les génère, eh ben, on connaît aussi la position dans l'image de chaque articulation, puisque c'est un modèle 3D qui a généré l'image. Et donc du coup, après, on va prendre un réseau de neurones, on lui présente l'image qu'aurait vu Kinect, synthétiquement, et la solution, les articulations sont là. Et en réalité, c'est même 21 réseaux de neurones qui travaillent ensemble, parce que chaque articulation est prévue par un réseau de neurones à lui. Et donc ça fait ça. Et du coup, tous les différents cas sont prévus. Les cas difficiles sont prévus. Et ce qui est assez sympathique, je trouve, c'est que le réseau de neurones se prononce sur des images réelles qu'il n'a jamais vues. Parce qu'il était entraîné sur des images purement synthétiques, purement générées par les humains, alors qu'il n'a jamais vu un seul cas réel. Mais le décalage entre les images synthétiques et les images réellement vues par la caméra est tellement petit, il est là, il est présent, mais il est tellement petit que ça fonctionne très bien en pratique. Ensuite, on peut aussi, donc ça c'est un problème de posture, donc on estime une posture, la position, et on peut aussi, donc travailler aussi par le plan, on peut aussi déterminer des gestes. Donc là, ce que vous voyez, c'est une base où des Italiens effectuent des gestes qui sont d'ailleurs italiens aussi, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein. Cosa di fare. Et quand c'est vert, donc ça c'est ce que les annotateurs italiens ont trouvé comme vrai geste, et c'est ce que notre réseau peut estimer. Donc il doit aussi s'exprimer en disant qu'il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien parce que c'était un geste qui était fait mais qui était non pertinent, donc il ne faisait pas partie du dictionnaire à apprendre. Hein. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'on n'a pas bien reconnu. Là, il y a juste tout ça. Hein. Bon. Au début, ça commence au Kenya. Ouais, c'est ça. Donc c'est un réseau de neurones qui est assez grand parce qu'il y a des chemins multiples. Il utilise même l'audio, donc les utilisateurs peuvent parler s'ils le souhaitent. Et donc l'audio, donc la parole est tenue, on tient compte de la parole, mais s'il n'est pas présent, ça fonctionne quand même, ça booste un peu la performance. Pas mal d'autres choses, des chemins différents, et à la fin on a une sortie. Entraînée sur 14 000 gestes. Donc il y a des personnes qui ont annoté 14 000 gestes effectués par une vingtaine de personnes. Donc il y a aussi le réseau de neurones qui peuvent apprendre des séquences, donc pas juste une donnée, mais une multitude, toute une séquence temporelle de données, donc ça s'appelle des réseaux récurrents. Donc en fait il y a un réseau ici, un deuxième réseau pour l'instant après, un troisième ici, il y a des connexions latérales entre les instants. Donc le réseau apprend à gérer pas uniquement une donnée, mais comment cette donnée évolue temporellement en séquence. Et donc avec ça on peut faire des choses très sympathiques. Par exemple, la traduction automatique, vous connaissez tous Google Traduction, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en 2016, il y a quelques mois, il y a un saut fantastique de performance. Je ne sais pas si vous avez utilisé Google Traduction ces derniers temps. Moi, je m'en sers pas mal. Et quand j'ai un article scientifique à traduire, il passe typiquement dans Google Traduction et ça fonctionne quasiment tel quel maintenant. S'il a bien compris une phrase, je ne la change pas, d'autant plus que je suis en français, donc si je traduis en français, il est même mieux que moi. Et s'il se trompe complètement, il faut faire un post-traitement, mais s'il ne se trompe pas, c'est quasiment parfait. C'est parce qu'en fin 2016, Google est passé d'une méthodologie plutôt traitement automatique de langue, c'est-à-dire avec des règles, des connaissances, des experts, etc., vers quelque chose, on dit... On s'en fiche, réseau de neurones. Je prends 1 milliard de livres, bon peut-être pas 1 milliard, mais on est proche. Hein. On prend je ne sais pas combien de livres pour lesquels on a une paire de 2 langues et on les passe dans les réseaux. Clac, clac, clac. Le réseau, il apprend la grammaire. Le réseau, il apprend tout ce qu'on a mis avant devant, qu'il respecte la grammaire, etc. Tout ça, c'est plus fait. C'est le réseau de neurones qui le fait. C'est ce type de réseau, en fait. Donc on a un réseau qui prend la phrase mot par mot. Il y a un petit encodage, on ne met pas les mots dedans, on les encode un peu, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Ça donne un vecteur ici, et on a un décodage qui va les décoder. Donc en fait, il y a un réseau qui va générer une représentation agnostique de la langue, si vous voulez, donc quelque chose qui n'a pas de rapport avec la langue,
Et après, les décodeurs ici, qui va être différent selon la langue, et qui va vous cracher la phrase dans la langue que vous voulez. Et c'est appris comme n'importe quel autre réseau de neurones, c'est-à-dire qu'on lui donne phrase par phrase des couples. D'abord, on prédit, on fait une traduction, et après, on corrige. Ah, c'est plutôt ça, hop. Et on met à jour les différents poids. Donc là, on a des paramètres qu'on a vus ici. Ces petits paramètres, il y a des millions dedans. Et ce que je trouve sympathique avec cette manip de faire, c'est que c'est un peu comme un humain le ferait. Donc il a les deux façons de faire, c'est avec un réseau de neurones, et c'est comme un humain, parce qu'un humain, il peut avoir deux façons de faire. Donc d'abord, la chose qu'on fait, la manière de faire pour des phrases simples, c'est qu'on lit la phrase, et après, on réfléchit et on crache la phrase traduite. Ça correspond à ça. Sauf que ça fonctionne très bien pour des phrases courtes. Si vos phrases dépassent, je ne sais pas combien de lignes, hein, et après vous n'arrivez pas parce que vous ne pouvez pas vous rappeler de toute la phrase et ensuite la recracher. C'est pour ça que les chercheurs se sont aperçus que, pareil, avec les réseaux de neurones artificiels, il y avait une limite quelque part, une limitation. Ils ont travaillé sur des modèles d'attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, quand vous faites ça, vous lisez d'abord la phrase, et après, vous commencez à faire la traduction, vous faites des allers-retours. Vous regardez dans la phrase d'origine, ah oui, cette partie-là, je la traduis avec ça, et après je reviens, cette phrase secondaire, etc. Donc vous portez une attention différente à chaque instant. Et donc les chercheurs ont fait pareil, ça veut dire que les décodeurs qui va cracher ici les différents mots dans sa phrase à traduire, vont porter un regard, on appelle ça une attention, sur les différentes parties de la phrase à traduire. Et ce regard-là, c'est-à-dire qu'il faut que vous décidez ou regardez, vous les faites comment? Vous, les humains, pas un réseau de neurones, parce que c'est votre cerveau qui décide. Et donc un réseau de neurones ici fait pareil, c'est-à-dire qu'ici, l'attention, le modèle d'attention, c'est aussi un autre réseau de neurones, une brique qui lui dit que tu me fais, maintenant tu me regardes là, maintenant tu me regardes ça. Donc il y a un réseau qui décide où regarder, qui fournit ce choix à l'autre réseau de neurones qui intègre et qui prend la décision. Et les deux sont appris ensemble. Donc le réseau qui décide où porter l'attention, il a appris de regarder à cet endroit-là parce que ça fonctionnait mieux, parce que les phrases crachées étaient meilleures, correspondaient plus à ce qu'un humain aurait fait. Et donc c'est à peu près l'état de l'art maintenant en vision. Donc ces modèles d'attention sont beaucoup utilisés, sont très sympathiques pour la traduction. On s'en sert aussi même pour la vision par ordinateur. Donc là on a un problème de reconnaissance d'activité. Vous installez une caméra quelque part dans un foyer. Vous voulez juste savoir ce qui se passe. Donc quelles sont les activités faites par un humain. Donc, vous avez ici un problème de posture, hein, comme tout à l'heure, des articulations, sauf que tout à l'heure on voyait la posture de la main, là vous voyez la posture du corps entier. Donc déjà ça c'est un réseau de neurones qui nous sort ça. Et après on veut savoir où se déplacent les articulations, qu'est-ce qui se passe. Et donc notre algorithme va utiliser la posture et donc il y a un réseau de neurones qui regarde juste les articulations, où est-ce qu'ils sont à chaque instant du temps. Et après on regarde l'image autour de la main. Et on regarde ce qui est dans l'image. Donc il y a un deuxième réseau de neurones qui apprend à savoir est-ce qu'il porte un stylo, est-ce qu'il y a un iPad, est-ce qu'il y a un livre. Parce que si y a un livre, hein, ben, on sera probablement en train d'écrire ou de lire, et pas en train de cuisiner. S'il y a une banane, ben, c'est autre chose. Donc il y a un deuxième réseau de neurones qui regarde ça. Et en fait, il y a un troisième réseau de neurones qui dit que, ok, on a 4 mains, parce que les deux personnes qui sont en train d'interagir, il y a 4 mains. J'ai pas envie de traiter tous les 4 mains. C'est compliqué, il y a beaucoup d'informations, surcharge. On va porter l'attention sur une ou deux mains qui nous semblent importantes. Et on va traiter en préférence ces mains-là. Donc c'est fait avec donc un troisième réseau de neurones qui, lui, génère cette distribution d'attention qui dit que là, il apprend, ah, les deux sont en train de se serrer la main, vaut mieux regarder les deux mains qui sont en train de bouger. On voit ça aussi avec un trait un peu plus épais ici. Donc l'attention sur les deux autres mains diminue. Donc là, le réseau de neurones qui estime la posture s'est trompé. Donc il pense qu'il y a une main ici parce que la deuxième main, elle est cachée. Mais on va lui enlever l'attention. Donc il y a un réseau de neurones qui s'est trompé. Le deuxième, elle dit, bon, moi, tu fais n'importe quoi, j'enlève l'attention de cette partie-là parce que ça ne sert à rien de traiter cette information. Et donc en fait, c'est pas ce qu'on a ciblé. Nous, les chercheurs, on s'est dit que l'importance doit être liée à la sémantique. Donc pour une tâche donnée, il faut que le réseau puisse apprendre que c'est important. Ce deuxième effet que je viens de montrer, c'est super, on l'a découvert en fait, parce que nous, on n'a pas codé ça, on l'a fait apprendre. Donc le réseau a décidé que si elle arrive à détecter que le premier réseau se trompe,
eh ben, on tient moins compte de ça. C'est quelque chose que nous, les chercheurs, on n'a pas prévu, on a découvert après la phase d'apprentissage. On trouve ça assez sympa. Bon. Donc, j'ai presque fini. Là, c'est un projet en cours, donc on n'a pas encore des résultats, en tous les cas, qu'on va publier pour le moment. Donc, on a les premiers résultats intermédiaires. C'est un projet avec l'entreprise ITCube, donc le doctorant c'est Quentin. L'objectif est de travailler sur des grandes tables tactiles et gérer la reconnaissance des gestes de multiples personnes, de mains multiples, et d'automatiquement comprendre ce que veut un utilisateur. Donc en gros, tu parlais d'interface tout à l'heure, eh ben, c'est l'opposé d'interface dans le sens que actuellement, si vous avez un smartphone, vous avez des gestes qui sont définis par Android ou Google ou par Apple, et il faut les respecter tels quels. Donc si vous dépassez le protocole qu'on vous a imposé, ça ne fonctionne pas. Donc là, l'objectif, c'est de dire qu'on donne un protocole volontairement assez flou, et on utilise l'IA pour savoir ce que l'utilisateur veut. C'est un peu comme, je sais pas, quelqu'un connaît Google SketchUp, le logiciel? Ouais. Ben, c'est un peu le même esprit dans le sens que dans un logiciel 3D de dessin traditionnel, c'est hyper complexe, avec une learning curve rigide, il faut que vous appreniez exactement comment utiliser le logiciel. Google SketchUp, c'est l'opposé. Vous bougez votre souris, c'est un mouvement 2D, vous voulez faire un mouvement 3D avec votre souris, mais vous ne pouvez pas, parce que votre table est 2D, hein. Donc vous faites le mouvement 2 qui vous semble correct, et après, Google SketchUp doit deviner ce que vous voulez faire. Vous voulez aller dans la profondeur, ou vous voulez aller dans X. Et il essaie de deviner ça. Donc il est volontairement intelligent et un peu flou, et de temps en temps, ça ne fonctionne pas bien, donc on bouge la souris, on lui dit « j'aime pas, je réessaye », et il a compris que ça n'allait pas, et il change. Donc c'est un peu ça ce qu'on souhaite faire dans ce projet-là, c'est-à-dire que avoir une interface qui est le plus souple que possible. C'est-à-dire, vous vous débrouillez, vous agissez, vous ne réfléchissez pas. Et surtout, on ne veut pas que vous lisez un mode d'emploi. Vous n'aurez pas besoin de ça. Dernier projet, après je m'arrête, c'est les smartphones. Donc, en gros, ici, c'était avec Google. L'objectif est de dire qu'ouvrir son portable et rentrer les codes, c'est pénible. Et on veut se débarrasser de ça. Ce projet, on l'a fait aussi avant que moi j'ai découvert qu'il y a les lecteurs d'empreintes, parce que maintenant je suis un peu moins convaincu par la motivation de notre travail. Pour moi, les lecteurs d'empreintes, il est magique. Hein. Vous appuyez dessus, boum, ça fonctionne. Bon, ce projet est un peu différent. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que vous sortez votre smartphone, vous le débrouillez avec n'importe quel geste, avec un bouton, et vous avez 30 secondes à l'utiliser. Vous faites ce que vous voulez dans les 30 secondes. Il n'y a pas de code à rentrer, rien. Et pendant ces 30 secondes-là, Google est en train de voir est-ce que c'est vraiment vous, avec tous les différents moyens qu'il peut. Donc il va écouter, il va regarder avec la caméra, il va regarder les accéléromètres, donc la façon que vous les bougez. Et donc Google a contacté énormément d'équipes de travail, de recherche dans le monde. Et en fait, nous, on a travaillé sur la partie gyroscope et accéléromètre. C'est-à-dire, vous sortez votre smartphone, vous le débloquez, et après vous faites le truc. Vous faites des choses, ça veut dire que vous les bougez. L'accéléromètre va mesurer l'accélération linéaire dans le temps, et le gyroscope va gérer l'accélération angulaire. Donc vous avez 6 valeurs par échantillon, donc à 200 Hz, vous avez 6 fois 200 valeurs par seconde, et ces valeurs vont dire comment est-ce que vous les bougez. En fait, la façon comment vous bougez votre smartphone est très corrélée avec vous. Et on ne parle pas de la façon que vous appuyez sur les touches, ça c'est encore autre chose. Hein. La façon que vous appuyez sur votre clavier Android, ça aussi c'est propre à vous, mais là c'est juste la façon comment vous bougez votre smartphone dans l'espace. Donc ce projet mené par Google a coûté cher parce qu'ils ont donné 1500 smartphones Nexus 5 il y a 2 ans à 1500 personnes et qui ont utilisé ces smartphones pendant 9 mois, donc ça fait à peu près 27 teraoctets. Nous, dans l'équipe, on n'a pas utilisé tous les 27 teraoctets parce qu'on a dégagé toute la partie image et audio. Et on travaille uniquement sur les capteurs inertiels, donc comme je l'ai dit, accéléromètre et gyroscope. Et on les a sous-jugentonnés à 50 Hz. Et après, on a travaillé sur un modèle basé deep learning. Donc il y a pas mal de pré-traitements à faire, etc. Mais en gros, c'est un réseau de neurones un peu non standard qu'on a développé là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, notre modalité tout court, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça, c'est la concurrence en fait.
Ce que vous voyez ici, c'est l'erreur commise par les smartphones. Donc là, c'est un réseau de neurones classique, les différentes variantes, jusqu'à la variante que nous avons développée. Cette variante-là commet 19% d'erreurs. Ça veut dire qu'une fois sur 5, il va commettre une erreur de type 1 ou de type 2. Ça veut dire que soit il va vous bloquer alors que c'est vous, soit qu'il va autoriser quelqu'un qui n'est pas vous à l'utiliser. Donc en état, le mouvement tout court ne peut pas être utilisé pour l'authentification. Par contre, Google l'intègre maintenant avec l'audio, avec la vision, et avec tous les capteurs, avec le GPS, avec le parcours que vous avez fait dans les dernières minutes avant d'ouvrir, etc. Et là, leur prédiction est que ça dépasse largement la sécurité que vous avez avec un public. Mais je trouve déjà cette partie-là assez surprenante parce que ça veut dire qu'une erreur de 20%, ça veut dire que votre façon de tenir un smartphone et de le bouger est très fortement corrélée avec votre identité. Vous ne faites pas ça comme vos copains. Donc ça c'est juste encore un réseau de neurones qui est capable, donc c'est pas nous, hein. C'est Karpathy qui a fait sa thèse à Stanford, un réseau de neurones qui est capable de cracher du texte, porter des images. Donc il y a plusieurs réseaux de neurones, il y a un qui modélise le langage, l'autre la vision, il y a celui qui a la vision qui détecte ce qui se trouve dans l'image, qui passe cette information à celui qui a appris à partir du langage, qui encode du coup, qui décode une phrase, tout ça appris avec plusieurs passes sur les images, sur les textes, etc. C'est pas sans faille, mais c'est suffisamment bon pour être assez intéressant. Donc on était complètement incapable de faire ça il y a encore 6 ans, je pense. Et je travaillais déjà à l'époque dans le domaine, et si en 2011 vous m'aurez dit qu'on saurait faire ça aujourd'hui, je vous dis que vous êtes fous. Donc c'est un déblocage qui se fait en 2012 à peu près dans le domaine qui a dépassé toutes nos attentes dans le domaine. Bon, évidemment, ça commet des erreurs, hein, parce que c'est rien que des statistiques. Donc, an airplane is parked on the tarmac of an airport. Donc, n'est pas complètement pas vrai. A man is riding a motorcycle on the beach. C'est pas complètement vrai non plus. Donc, c'est des images un peu atypiques qui sortent un peu du lot. Et voilà, on est dans un processus qu'on appelle non attentif. Ça veut dire que le réseau de neurones n'est pas conscient. Il ne passe pas le test Turing. D'accord ? Donc, c'est que des stats. Donc, sur certaines choses, sur certaines applications, le réseau de neurones peut être mieux que vous. S'il faut discriminer 200 races de chiens, je pense qu'il ne vaut pas tous, à moins qu'il y ait un amateur de chiens ici. Mais s'il faut juste prendre n'importe quelle image et juste décrire avec moins d'erreurs possible ce qui se trouve dedans, les humains sont encore plus forts. Mais on s'approche sur pas mal d'applications des performances humaines, et sur certaines applications, on les dépasse largement. Donc la conclusion, c'est que tout ça s'est fait grâce à beaucoup de données, annotées la plupart du temps, big data, annotées en parenthèse parce que la recherche travaille toujours sur l'apprentissage sans annotation. Nous aussi, dans le laboratoire, on fait ça, ça marche toujours moins bien. Donc c'est vraiment les sacrés Graal, parce que l'humain travaille ou apprend surtout sans supervision. Où est-ce qu'on apprend avec supervision ? À l'école. Le reste, l'apprentissage, ou quand vous lisez un livre scientifique. Mais la plupart du temps, vos connaissances de la rue, entre guillemets, sont obtenues de manière non supervisée. Et donc ça marche un peu, mais ça coince encore. Donc l'ingénierie des architectures est devenue la nouvelle ingénierie des features. Avant, on calculait les choses à la main, on trouvait on prenait la clé de 12, on faisait des calculs. Maintenant, on dit, on apprend avec un réseau de neurones, mais il faut optimiser l'architecture, combien de couches, combien de neurones. C'est là où il y a maintenant un savoir-faire. Et donc, du coup, c'est plus les mêmes gens qui le font. Avant, c'est les experts du métier qui faisaient ça, ils calculaient les caractéristiques sur les données qu'ils connaissaient de leur métier. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, mais par contre, il faut un expert en machine learning qui sait dimensionner un réseau de neurones. Donc, du coup, le travail est un peu décalé, a changé de métier. C'est gourmand de ressources, donc ça utilise beaucoup de GPU, donc c'est le sacré Graal, hein, c'est une commodité maintenant. Quand les scientifiques maintenant se vantent, c'est plus combien de TVNG, c'est combien de GPU j'ai dans mon cluster. Et j'exagère un peu, mais presque, hein, à peine. Et donc,
pour des chercheurs comme nous, c'est devenu très très difficile de faire concurrence à Google, Facebook, etc., qui ont les 200 GPU par chercheur ou quelque chose comme ça, sachant qu'un GPU ça coûte 1000 € juste la pièce et après il faut les héberger, avoir un serveur pour les mettre dedans, enfin ça coûte très cher. Et ça j'ai déjà dit, ça nécessite une expertise pour l'entraînement. Babysitter le réseau de neurones. Il apprend, c'est pas parce que vous lui fournissez des données qu'il apprend bien. Donc vous regardez des courbes d'apprentissage, il y a des gens qui font ça dans les boîtes de nuit avec leur téléphone, c'est pas une blague. Hein. Donc il y a des gens qui ont installé des applications sur un téléphone parce que même dans leur loisir, ils ne veulent pas que le réseau de neurones soit bloqué et ça prend du temps. Un apprentissage, ça prend quelques jours et si c'est bloqué, vous voulez savoir tout de suite pour changer quelque chose, le relancer. Donc c'est vraiment, le terme babysitting n'est pas vraiment exagéré. Donc les étudiants, nos étudiants sont derrière tout le temps, regardent l'apprentissage, bon, là il ne veut pas. Il ne veut pas apprendre, l'erreur ne diminue pas, qu'est-ce que je fais? Bon, et après il faut analyser, regarder, visualiser les données, etc. et intervenir. Et donc, dernière chose, tout le monde parle de l'IA forte. Ça marche super bien, l'IA Nero. Donc, en fait, les applications un peu non générales, comme la classification de données, les interfaces, etc., ça fonctionne quand même vraiment très, très, très bien. Pour quand l'IA forte, c'est-à-dire une IA qui passe le test Turing, je ne sais pas. Mais apparemment, les derniers 50 ans, c'était toujours dans le 25 ans. Donc il y a un chercheur, je ne sais pas si vous avez entendu Nick Bostrom, j'imagine, parce que vous êtes là. Donc il a posé la question, je ne sais pas combien de chercheurs depuis des décennies, quand est-ce que vous pensez qu'on aura l'IA forte? Moi c'est toujours dans 25 ans. Mais toujours 25 ans à partir de la question, du moment où la question a été posée. Et moi non plus je ne sais pas. Et c'est pas important. Merci. Merci beaucoup, Christian. On peut prendre une petite question avant de passer à la suite, si quelqu'un a quelque chose qui lui brûle les lèvres. Comment est-ce qu'on annote une vidéo pour les gestes? Quand il dit un geste comme ça, comment est-ce qu'on annote? C'est la séquence qui nous fait le geste et nous dit ça, c'est ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on ne fait pas uniquement la classification, on fait aussi la localisation dans les temps. C'est-à-dire que nous, on ne l'a pas fait parce qu'on a récupéré les données à partir des Italiens, mais on l'a fait sur d'autres vidéos, pas que sur les gestes. Donc on a une interface qui permet de visualiser les gestes et après de tirer une ligne dans une timeline. Je ne sais pas si vous connaissez iMovie ou des logiciels comme ça. Vous tirez là et là, vous tirez un trait, vous dites ça c'est geste numéro 25. Déjà pour nous c'est compliqué parce que vous avez compris, c'est du geste italien et si vous ne comprenez pas le geste, c'est compliqué de la noter. Mais on l'a fait sur d'autres applications où c'était nous avons fait ça et ça prend du temps et ça prend de l'émotion, c'est horrible parce que si vous passez votre journée là-dedans, et les chercheurs ont choisi ce métier-là parce qu'ils ne voulaient pas faire des choses répétitives, les chercheurs ont choisi ça parce qu'ils voulaient réfléchir, et si vous dites à votre doctorant, fais-moi ça pendant 3 semaines, il devient fou. Donc c'est pas agréable. Oui? Est-ce que vous faites tout pour avoir un nombre d'entrées statiques, ou c'est possible d'avoir des réseaux neuronaux qui vont avoir un nombre d'entrées dynamiques? Non, c'est complètement possible de faire quelque chose de dynamique. Et d'ailleurs, normalement, c'est plus simple de faire quelque chose statique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est le cas standard. Donc, avec ce travail que nous avons fait ici, l'avantage était justement une de nos contributions, c'est que l'image n'a pas besoin d'être rééchantillonnée. On peut avoir une image de 160, de 3000 x 3000, ça fonctionnera pareil. Mais ça nécessite quelques changements de structure parce qu'à l'origine, ce n'est pas prévu pour. Oui, tout à fait. Dernière question. Oui, une petite question triviale par rapport à votre présentation très scientifique. Tout à l'heure, j'ai pris 2 photos de l'espace pour me souvenir de ce bel espace de coworking. Et un quart d'heure ou une petite demi-heure après, j'ai reçu un message de Google qui m'a demandé si je l'autorisais à placer ces images pour présenter l'espace de coworking Now. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas si c'est... Ouais, moi aussi, tous les temps, ça m'énerve aussi. Oui, ça marche. Mais c'est pas un réseau de neurones, à mon avis. Je pense pas, c'est juste il va prendre vos coordonnées GPS, il va regarder sur une carte ce qui est dedans, il va regarder dans la base, est-ce qu'il y a déjà des photos pour cet espace, est-ce qu'il y a une demande, est-ce que les gens cherchent cet espace-là, et si c'est le cas, il va vous demander de participer à
son acquisition de données et de partager. Il n'y a pas Il de... vous a pas demandé si vous étiez bien à Now Coworking avant? Pas encore, non. Pas encore. Ça va venir, ça va venir. Je sens qu'il vous pose une question. Ouais, moi ça m'arrive tout le temps et la plupart des temps c'est des photos privées qu'on n'a pas envie de partager. Mais enfin, je prends une photo de ma famille dans un restaurant, j'ai pas envie que ça se trouve sur le web. Donc il faut surtout pas faire des gestes rapides et cliquer sur OK. Ouais. Bien, très bien. Je me présente rapidement. Donc je suis Ludan Stöckle, je suis ingénieur INSA IF 2003, donc ça fait quelques années. Je suis l'un des fondateurs d'EasyUp, qui est un éditeur de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est lyonnais, mais maintenant aussi parisien et international. J'étais leur directeur technique pendant une assez longue période. Et maintenant, je suis le CTO d'Adventa, qui est une petite société de conseil et de services spécialisés dans l'intelligence artificielle. Mes passions, c'est quoi? C'est essentiellement le traitement du langage. Donc la compréhension du langage, génération de texte en langage naturel et chatbot aussi par voie de fait. Et ce qui m'intéresse, c'est l'IA symbolique aussi, donc tout ce qui est prologue, moteur d'inférence, ce genre de choses, et une passion assez forte pour ce genre de choses. Voilà, je ne me définis pas uniquement par mon activité professionnelle, donc j'aime également beaucoup courir, c'est pas moi sur la photo en l'occurrence, j'aime beaucoup nager, ce n'est pas non plus une représentation de moi-même sur ce petit picto, et je suis également collectionneur de presse-papier qui sont des boules en verre avec des morceaux de verre colorés à l'intérieur. Et par contre, ce que je n'aime pas, c'est PowerPoint, donc j'ai pas fait ça avec PowerPoint, je l'ai écrit en ASCII doc pour les gens qui connaissent ce genre de choses, et je l'ai ensuite transformé en PDF avec un transformateur. Voilà pour la courte intro. Pourquoi est-ce qu'on parle de chatbot aujourd'hui? Il y a quelques éléments factuels, qui est le succès des applications de messagerie. Facebook Messenger aujourd'hui, c'est à peu près 1,2 milliard d'utilisateurs qui utilisent l'application quotidiennement. C'est l'app la plus téléchargée l'année dernière. Ça c'est important. Il y a un autre phénomène qui est important sur les smartphones, c'est ce qu'on appelle l'app fatigue, c'est-à-dire que les gens n'installent plus de nouvelles applications. Le nombre moyen d'applications téléchargées par un utilisateur aux États-Unis par mois, la moyenne c'est 0. Ils n'installent plus de nouvelles apps. Donc si vous faites une app, désolé, ça risque d'être chaud pour vous, parce que les gens l'installeront probablement pas, sauf si c'est une très grosse app. Donc, à mon avis, des petits enfants. Les chatbots, en fait ça existe déjà en Asie, même si chez nous ça n'a pas encore vraiment décollé. En Asie ça marche très bien, sur une plateforme comme WeChat. Donc WeChat c'est quand même 600 millions de membres, c'est gros. Ils achètent des tickets de cinéma avec leur chatbot, ils font des loteries, des jeux d'argent, ils achètent des voyages, ils font des virements bancaires, donc ils font énormément de petites tâches avec des chatbots. Donc ça c'est les faits. C'est la réalité. Après, la vision, vous la partagez ou pas, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais la vision qui est proposée par les chatbots, c'est la suivante. L'idée, c'est de dire que le langage est universel. Satya Nadella, donc le CEO de Microsoft, a dit que les bots, c'est les nouvelles apps, donc les bots vont remplacer progressivement les apps. L'idée, c'est que les chatbots, donc les échanges via des bouts de texte, c'est une première étape, et qu'il y aura ensuite des interfaces purement vocales qui suivront. Il y en a qui ont pris des raccourcis, par exemple Amazon, ils font déjà des interfaces purement vocales, ils ont choisi ce chemin-là directement, sans passer par la partie chatbot. En pratique, ça va souvent remplacer des applications mobiles simples. Par exemple, pour faire un virement d'argent via PayPal, la fonctionnalité elle est extrêmement basique sur PayPal. Franchement, j'ai pas besoin d'utiliser une app pour faire ça. Il faut que je l'installe, il faut que je réconduise, il y a plein de trucs de sécurité, c'est très lourd. Un chatbot pour faire un virement à machin, ça me suffit en termes de fonctionnalité. C'est trop basique pour avoir besoin d'installer une app pour ça. Un peu de vocabulaire, ça fait partie de cet univers de chatbot. Donc on ne parle plus de graphical user interface, on va parler de conversational user interface. Même si c'est une conversation, le chatbot, c'est quand même une forme d'interface utilisateur, mais qui est conversationnelle. Donc avec des paradigmes sensiblement différents de juste boutons, sliders et tout ça, ça va être d'autres choses. Et en fait, on va parler aussi d'OS, mais en fait les OS des chatbots, ça va être en fait les applications de messagerie. Donc on peut dire que par exemple Facebook Messenger, c'est un OS de chatbot, et WeChat, c'est un autre OS de chatbot, qui en fait propose des fonctionnalités un peu différentes pour les développeurs de chatbot. Voilà pour une intro un peu large. Je vais un peu démystifier le truc en vous expliquant comment ça marche un chatbot. Je trouve que c'est intéressant de le savoir. Les fonctionnalités d'un chatbot, c'est assez basique ce que ça fait. Ça doit savoir dialoguer. Et donc pour dialoguer,
Il faut que ça soit capable de répondre à un énoncé, c'est-à-dire un message entrant. Le chatbot va recevoir un message entrant, et il va devoir y répondre, bien sûr. Et en parallèle de ça, il va aussi devoir gérer une conversation. Et une conversation, c'est une série d'échanges dans le temps, avec, si possible, une certaine forme de cohérence entre les différents échanges. Comment ça fonctionne? Donc on a dit que le chatbot reçoit un message. Donc là, c'est informatiquement, hein, vous recevez une string en entrée, et il faut y répondre. Comment ça marche? Là, il y a deux étapes. Hein. Il faut comprendre ce que dit l'utilisateur, et ensuite être capable d'y répondre. Comment marche la compréhension? Là, on va faire un petit peu le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, même si ce n'est pas des images. Donc, grosso modo, il va falloir comprendre l'intention et les entités qui y sont associées. Je veux manger une pizza ce soir, donc ça, on va dire, c'est ce que je raconte à mon chatbot. Il y a une intention à l'intérieur, qui est le fait de rechercher un restaurant, et deux entités, on pourrait les appeler des propriétés, là aussi, le vocabulaire est relativement libre. Ça sera plutôt un restaurant italien, si je veux manger une pizza, et il y a un paramètre de temps qui est quand, ce soir. Je pourrais avoir autant d'entités que je le souhaite, hein, bien sûr. Hein, je pourrais m'exprimer de façon beaucoup plus large. Comment ça marche hein, pour trouver à partir d'un bout de texte l'intention et les entités? Il y a deux grandes approches. Une approche par pattern et une approche par machine learning. Donc le machine learning, c'est comme du deep learning, sauf que c'est beaucoup moins profond, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple. Il faut à peu près une neurone hein, pour arriver à faire ça. J'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Je vais donner un exemple, hein, approche par pattern. Donc là, en fait, on va essayer de réfléchir à toutes les manières dont l'utilisateur pourrait s'exprimer. Et en fait, on va écrire des patterns qui vont reconnaître les différentes phrases. C'est un petit peu comme des expressions régulières, pour ceux qui connaissent, mais qui sont adaptées plus à des mots qu'à des lettres. Donc là, si je fais la démarche pour « je veux manger une pizza ce soir », eh bien en fait, le pattern que je vais écrire va comporter trois morceaux. J'ai une notion de manger, que je pourrais exprimer d'ailleurs différemment. Je pourrais dire « je veux déguster une pizza ce soir ». L'intention serait quand même à peu près la même, mais j'aurais utilisé un autre verbe qui veut dire à peu près la même chose. Il y a une notion de type de restaurant, que j'ai annoté ainsi, et une notion de quand. Et ensuite, effectivement, il faut que je définisse tout, hein, c'est-à-dire le quand, ça peut être demain, ça peut être ce soir, comme je l'ai mis dans l'exemple, ça peut être maintenant, je veux la pizza maintenant, ou ça peut être une date, je peux mettre directement un pattern de date si je le souhaite. Voilà, le type, alors là, effectivement, il faut que je prévoie tous les types possibles et imaginables. Donc il peut y avoir des restaurants italiens, je peux avoir un restaurant thaï, un restaurant chinois, enfin la liste pourrait être nettement plus longue. Et voilà, en fait, je me définis des petites ontologies, hein, c'est-à-dire que italien, en fait, j'ai plusieurs manières de l'exprimer. Je pourrais dire pizza, mais je pourrais dire aussi pizzeria ou plein d'autres choses italiennes. Donc là, voilà, je me définis mes patterns avec des petites ontologies qui vont avec. Ça marche bien. L'autre approche, c'est par du machine learning. Donc ça, c'est assez populaire hein, sur les solutions cloud, comme ce que propose Facebook ou Google. En fait, on va donner des exemples. Par exemple, je veux manger une pizza ce soir, c'est l'exemple que j'ai tout à l'heure. Je peux m'exprimer de façon un peu plus concise en disant pizza ce soir ou pizza maintenant. C'est une autre manière de s'exprimer qui est très bien aussi. Hein. Ou réservé, resto, taille demain. Là, j'exprime toujours la même intention. Donc en fait, je vais donner des exemples, là j'en ai 3, et je vais les classer dans une intention qui va être ici la recherche d'un restaurant. Et en fait, à partir de ces jeux d'exemples, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup en fait, des exemples, hein, on parle de quelques dizaines, quelques centaines, hein, on n'est pas sur du trilliard de mégaoctets, hein, et ben, je vais être capable de faire apprendre à mon petit algorithme hein, de détecter mon intention. Et là j'ai mis des petites étoiles, hein, parce qu'en fait, bien sûr, les entités qui sont ici, il faut aussi les annoter, hein, en lui disant que pizza c'est un type de restaurant, ce soir c'est une entité, etc., etc. Ça se fait pas tout seul non plus. Donc, voilà grosso modo comment les deux approches hein, qui sont possibles pour comprendre ce que dit l'utilisateur. Une fois qu'on a compris ce qu'il est raconté, il faut lui répondre. Donc la réponse en général avec les outils pour faire des chatbots aujourd'hui, c'est assez simple, hein, c'est des conditions et des phrases à trous. On va dire si j'ai détecté que c'est pizza, je vais lui répondre ça, voilà. Phrase à trous, informatique traditionnelle, pas beaucoup d'intelligence artificielle dans toute l'affaire. Voilà, donc ça on a dit que c'était la première étape, on a un message qui rentre et il faut y répondre. Donc ça c'est sur un échange qui est unitaire. Après il y a la notion de conversation. Conversation, c'est plusieurs messages qui s'enchaînent. Comment je vais définir ces enchaînements de conversation?
Bon, la photo d'écran, on la voit pas très bien, peu importe, mais c'est une photo d'écran de Watson, hein, qui est l'outil d'IBM qui permet de fabriquer des chatbots. L'idée, hein, c'est assez simple, hein, le plus souvent, les dialogues, on les gère avec des arbres de dialogue. Où on dit, l'utilisateur va d'abord dire ça, ensuite on va l'interroger là-dessus, là-dessus et là-dessus. Par exemple, si on a compris qu'il voulait réserver une chambre, on va lui demander, s'il ne l'a pas déjà dit, c'est plutôt de quand à quand, pour combien de personnes, fumeurs, non fumeurs, et donc en fait ça va suivre tout simplement, on va suivre un process, un arbre de dialogue. S'il répond oui à un truc, on va partir sur une branche, s'il répond non à ce même machin, on va partir sur une autre branche, etc. etc. Quelque chose d'assez traditionnel. Alors ça c'est assez facile à faire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que gérer une conversation, c'est aussi le fait d'être capable de passer d'un sujet de conversation à un autre. Souvent, quand on parle avec un être humain, en fait, hein, on a plusieurs sujets de conversation en parallèle. On parle d'un truc principal, on part sur autre chose, on revient au sujet initial. Et en fait, avec les chatbots, hein, les utilisateurs qui sont en face, ils font aussi un petit peu ça. Ils vont commencer à réserver un billet de train en disant qu'ils veulent aller de Lyon à Paris, à telle date, et puis tout d'un coup, ils vont dire j'ai combien de points j'ai sur ma carte de fidélité. Et donc ça rentre pas du tout en fait dans l'art de dialogue, c'est-à-dire à aucun moment, on a prévu qu'à cet endroit-là, où il aurait dû dire s'il préférait un tarif jeune ou pas jeune, il poserait la question du nombre de points de fidélité. Et donc là, il faut être capable de passer d'un sujet de conversation à un nouveau sujet de conversation, de démarrer un nouveau fil, de le poursuivre jusqu'à un certain point, et ensuite de revenir au sujet initial d'une façon à peu près cohérente. Donc ça, c'est pas tout à fait simple, et voilà, c'est des choses qu'il faut prévoir dans son chatbot, et les différentes plateformes hein, offrent des outils aussi pour gérer ce genre de choses. Mais c'est des choses qu'on peut avoir, hein. Les gens ne suivent pas forcément pile poil ce qu'on a prévu dans nos petits arbres de dialogue. Ah oui, le sujet du meet-up, c'était un peu l'intelligence artificielle. Bon, en fait, on n'a pas beaucoup parlé d'intelligence artificielle hein, dans ma présentation pour l'instant. Un chatbot, c'est quand même pas très intelligent, hein, il faut le savoir. Il n'y a pas vraiment d'intelligence en dehors de la gestion des conversations. Un chatbot, c'est vraiment faire ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire répondre à un message et suivre une conversation à peu près. Ça ne suffit pas pour donner une impression d'intelligence. Hein. Si vous n'avez que ça, votre chatbot, il n'aura pas l'air très malin. Donc, pour faire un service intelligent, qui a un intérêt aussi hein, pour les utilisateurs qui utilisent votre chatbot, pour que tout ça ait un intérêt, à quoi est-ce qu'on va le combiner? En fait, on va rajouter des briques pour que ça ait l'air intelligent. Donc, typiquement, on va donner accès au chatbot à des données qui ont un intérêt. Typiquement, mon compte client. Si je demande où en est ma commande, ça serait bien que le chatbot puisse me répondre. Et en fait, une partie de l'intelligence, ça viendra qu'il soit capable de vérifier dans la base de données où en est ma commande, où en est mon colis. Donc ça, classique. Recherche dans des bases de données, des moteurs de recherche, des simulateurs. Donc en fait, la capacité à se connecter à des outils qui existent déjà, hein, qui n'ont rien de révolutionnaire et rien de très intelligent, et bien, le fait de le combiner à du chatbot, ça donne une forme d'intelligence. On y connecte souvent aussi d'autres technologies, donc typiquement du moteur de règles, donc du moteur d'inférence traditionnel hein, qui permet de simuler des raisonnements, du BPM. Il y a des outils qui font ça, donc BPM c'est le fait d'être capable de suivre des processus hein, extrêmement normés. Analyse de sentiments aussi, assez classique, hein, le fait d'être capable de voir si l'utilisateur est content ou pas content. Et là effectivement on aura une petite sensation d'intelligence qui va émerger, le robot va être capable de dire à un moment, là je vois que vous êtes énervé, qu'est-ce qui se passe? Et donc là on a une sensation d'intelligence, de la génération de texte aussi pour générer des récapitulatifs ou des résumés, du réseau de neurones, enfin on peut se connecter à peu près tout ce qu'on veut. Et en fait, dans ce que je vois dans mon expérience client, c'est le fait de combiner au moins 2 de ces briques, ça donne une impression d'intelligence. Si vous utilisez juste la brique chatbot, l'effet ça marche pas. On n'a pas l'impression d'intelligence. Par contre, 2 ou 3 de ces machins-là, tout de suite, ça permet de faire des choses qui offrent un vrai service et qui donnent une sensation d'intelligence quand on le montre. Les technos. Comment on construit des chatbots hein là, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a pléthore hein, des plateformes pour construire des chatbots, il y en a plus d'une centaine. Il y en a qui sont extrêmement simples, hein, sans programmation, donc vous pouvez trouver des articles qui vous disent comment faire votre chatbot en 1 heure, comment faire votre chatbot en 1 demi-heure, comment le faire en 10 minutes, comment le faire en 30 secondes, ou comment le faire pas du tout. Donc là, il y en a plein. Si vous voulez faire des chatbots un peu plus costauds, un peu plus sérieux, c'est bien de regarder des outils un peu plus, on va dire, solides. Les gros acteurs, en fait,
construisent des stacks autour de l'intelligence artificielle, des services cloud en fait qu'ils proposent. Il y a de la reconnaissance d'image, hein, entre autres. Il y a aussi des choses autour du traitement du langage, et en général, il y a une brique chatbot. Donc, si on regarde un petit peu, tout le monde fait à peu près la même chose, hein, globalement. Il y a IBM Watson qui fait donc, la brique chatbot, ça fait conversation, mais il y a plein d'autres choses, hein, analyse de texte, classifieur, analyse de sentiments, etc. etc. Microsoft a à peu près la même chose, Amazon aussi, Google aussi, Facebook aussi, donc en fait l'offre est pléthorique. Hein. Je ne vais pas regarder en détail tout ce que l'un permet de faire par rapport à l'autre, hein, on y passerait notre vie. Ça va changer en fait entre le moment où on commence et le moment où on termine, donc ce serait un processus sans fin. Les points d'attention, hein, si jamais vous voulez choisir un outil, c'est quoi ? Un vrai point important, c'est la scalabilité lorsque la complexité augmente. C'est-à-dire, lorsque vous faites un chatbot simple, en fait, n'importe laquelle des 100 technos qui utilisent fera le job. Hein, un chatbot avec 10 questions, vous êtes sûr de pouvoir le faire, quelle que soit la techno. Par contre, si vous voulez commencer à faire des choses un petit peu sophistiquées, avec un chatbot qui peut gérer par exemple 1 millier de questions, et ben là, l'outil influera beaucoup. Si c'est un outil graphique un peu mal fichu, vous vous retrouvez avec un truc qui devient ingérable. Donc là, voilà, c'est vraiment un point d'attention. Les chatbots qu'on va venir voir dans les prochains mois, en fait, même pas les prochaines années, ils vont devoir gérer des milliers de sujets différents. Et là, ben, l'outil et sa capacité à monter en complexité ça va être un point extrêmement important. Un autre point important qui est assez souvent mal adressé par les plateformes de fabrication de chatbots, c'est le versionning. Donc c'est un truc classique hein, dans l'informatique. On souhaite savoir qui a modifié quoi, à quel endroit, faire des branches, les fusionner, avoir 5 développeurs qui travaillent sur le même sujet. Bah, figurez-vous que c'est souvent assez compliqué avec les plateformes de chatbot. Elles le permettent souvent pas bien. Et voilà, c'est un point qui est important pour moi. Hein. Les projets sur lesquels on bosse aujourd'hui, enfin dans ma boîte, hein, il y a souvent 2 ou 3 développeurs qui bossent en même temps dessus. Et ben, ils ne peuvent pas juste bosser sur le même écran, c'est pas possible, hein, et se marcher dessus les uns sur les autres. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, eux, tout le monde vous dira qu'il fait de l'analyse de texte, qu'il est capable de bien comprendre toutes les langues, etc., etc. En fait, quand on regarde un peu dans le détail, le support réel des langues autres que l'anglais, c'est pas forcément quelque chose de gagné. Hein. Typiquement à la correction orthographique, c'est-à-dire dans les chatbots, hein, les gens s'expriment assez mal, c'est-à-dire c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc le fait d'avoir un correcteur orthographique qui tient la route, c'est un point important. Et bien souvent, c'est pas si bien adressé que ça hein, par les outils. Donc c'est un point d'attention assez important. La gestion des formes fléchies, je vais dire un petit peu plus tout à l'heure, c'est aussi un point important. Et enfin, un point qui peut être important pour vous ou pour vos clients, c'est le fait que ce soit uniquement une techno cloud ou que ça puisse s'installer chez le client. S'il y a des données confidentielles, les clients auront du mal à accepter le fait qu'elles sortent de chez eux. Ça, c'est aussi un point important pour distinguer les différentes technos. Voilà, aperçu hyper rapide des technos de chatbot. Oui, une bonne nouvelle, il y a des alternatives open source. Donc là, on a parlé de beaucoup d'outils propriétaires. Je vais vous parler très rapidement d'un outil open source qu'on utilise régulièrement, qui est bien. Donc il y en a un qui s'appelle ChatScript, qui est un moteur de chatbot, sur lequel on peut y greffer des algorithmes qui permettent de faire par machine learning hein, la classification d'intention et d'entité. Je vais plutôt parler du premier aujourd'hui, hein, parce que c'est celui qu'on utilise pas mal. Ah oui, je reparle du test de Turing, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc je rebondis sur le test de Turing. Donc c'est quoi? C'est la capacité, c'est un test fondé par Alan Turing donc. Hein. L'idée, c'est de vérifier si une machine est capable d'imiter un être humain. Et donc là en fait, hein, sur le domaine très particulier des chatbots, on va mettre en confrontation, on va prendre un juge, et il va communiquer via chat à l'aveugle avec soit un être humain, soit un chatbot, et le juge va devoir poser des questions piégeuses pour déterminer si en face il a un être humain ou un chatbot. Donc c'est ça le but du test de Turing sur les chatbots. Il y a un prix qui s'appelle le prix Loebner, qui a lieu tous les ans, auquel vous pouvez concourir si vous le souhaitez, hein, qui consiste à déterminer quel est le meilleur robot à passer le test. Les robots ne gagnent pas le test de Turing, mais ils peuvent le réussir ou échouer plus ou moins bien. Hein. Donc, et il se trouve que depuis quelques années, depuis 6 ans, c'est des chatbots qui ont été créés avec le logiciel dont je parle, hein, qui est ChatScript, qui gagnent ce test-là. Donc en 6 ans, ils ont gagné, je crois, 4 fois, et sinon ils étaient classés 2e ou 3e.
Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure plateforme du monde, hein. Ça veut dire que c'est quand même un point important, hein, le fait d'être capable de construire des robots qui gagnent ce prix Loebner. Donc, qu'est-ce que c'est ChatScript? Si je parle un petit peu du langage, c'est un langage qui est dédié à l'écriture de chatbot. Donc, c'est un nouveau langage. En fait, l'auteur a essayé de faire des robots en JavaScript, en Java, en C, et il a dit ça marche pas, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Donc, en fait, il a créé un nouveau langage informatique dédié à l'écriture de chatbot. Donc, c'est un langage complet. Il y a un compilateur, un interpréteur, un debugger, tout ce qui est avec. Ça existe depuis 2010. Un point qui est important pour moi, c'est un petit peu c'est une mesure de la complexité, c'est les tailles du code. Le prix Loebner, en fait, il existe depuis très longtemps, et il y avait des gagnants avant que ChatScript n'existe. Les gagnants du prix Loebner écrits avec on va dire des langages d'ancienne génération, puis un langage un peu ancien qui s'appelle IML, que je vous déconseille d'apprendre parce qu'il est sacrément obsolète. Un gagnant, pour gagner le Loebner, c'est pas une mince affaire, il fallait 200 000 règles. En plus, il fallait les écrire en XML, ce qui est un autre problème, mais il fallait 200 000 règles pour espérer gagner le Loebner. C'est beaucoup, surtout quand il faut les écrire. Et ChatScript, il arrive à gagner avec uniquement 15 000 règles. 15 000 règles, c'est beaucoup à écrire, mais c'est quand même vachement moins que 200 000. Donc ça, c'est quand même un point qui permet de voir un petit peu la puissance et la concision d'un langage. Je vais montrer un peu de code, je crois que c'est la seule fois dans la présentation où je montrerai du code. Ça ressemble à quoi une règle en ChatScript? C'est très cryptique, mais en fait, une fois qu'on a le coup de main, ça marche assez bien. Donc, c'est simple, c'est un couple entre une condition et un texte qui va être produit ensuite. Donc ça, c'est ce à quoi le robot va réagir, et ça, c'est ce qu'il va répondre. Si on regarde cette partie-là du pattern, donc il faut qu'il y ait un I quelque part. Ensuite, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez en texte. Il faut qu'il y ait une notion de like, donc c'est pas forcément exactement like qui est marqué. Ça peut être I adore, I appreciate. Ça peut être une forme fléchie de like, c'est-à-dire I will, enfin voilà, un passé, un futur, un prétérit. Ça passera. Ensuite, il y aura autre chose, et ensuite il y aura une notion de viande. Et donc ça peut être du porc, du bœuf, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça va rentrer dans ce pattern. Et le robot va répondre vous aimez le bœuf. L'intérêt en fait de ces petits trucs-là, c'est la concision du langage. C'est-à-dire que je ne vais pas devoir écrire une règle pour le bœuf, une règle pour le porc, une règle pour je ne sais pas trop quoi, une règle pour le futur, le passé, une règle pour adorer, une règle pour apprécier. Je vais écrire un pattern et dans lequel énormément de choses vont être susceptibles de rentrer. Donc un des grands atouts avec ChatScript, c'est la concision. Le not negative word, ça veut dire en fait, je veux pas qu'il y ait des mots négatifs à l'intérieur du truc. Si je dis par exemple I don't like meat, en fait ça rentrerait dans le pattern, sinon. Le don't, l'étoile ça passerait, et là je me contente de dire je ne vais pas matcher une forme négative. Ça sert. Oui, je vais parler un tout petit peu des couches de NLU qui sont vraies pour ChatScript mais qui sont vraies pour d'autres outils. Finalement, quand on a un texte en entrée saisi par un utilisateur, comment est-ce qu'on détermine ce qu'il y a à l'intérieur? Comment est-ce qu'on l'analyse? C'est vrai pour de la NLU traditionnelle, donc compréhension de texte, et c'est vrai pour des phrases de chatbot. Il y a 4 étapes là que j'ai décrites. Le processus n'est pas forcément hyper standard, on a le droit de faire un peu différemment, mais on retrouve quand même souvent des choses comme ça. La première étape, en fait, ça paraît simple, c'est de découper le texte en mots. Donc ça s'appelle tokenizer. Donc j'ai pris un exemple, j'y vais aujourd'hui, votre utilisateur tape j'y vais aujourd'hui, comment est-ce que vous le découpez en mots? Bon, en fait, un bon tokenizer, il va identifier le J apostrophe, le Y, le V et le aujourd'hui. En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que l'apostrophe, des fois elle sert à séparer des mots, des fois pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas le découper en deux, parce que c'est un mot qui existe, c'est aujourd'hui ça ne veut rien dire, et oui non plus. Voilà, première étape du découpage en mots. Ensuite, c'est bien de faire une passe de correction orthographique, donc ça passe par du dictionnaire et des algorithmes en fait de proximité. Ça a l'air tout simple la correction orthographique, ça n'est pas tant que ça. Il faut être capable de voir que par exemple le E sans accent ressemble beaucoup au E accent grave, ce qui n'est pas forcément évident. Le E sans accent est plus proche du E avec accent ou accent grave que d'une autre lettre. Et en fait, c'est pas vrai forcément dans toutes les langues.
Le F en français est proche du PH. Les gens peuvent se tromper là-dessus. Donc là, pareil, il y a des algorithmes en fait, qui permettent de faire la correction orthographique de façon un peu fine. Il y a le lématiseur qui est une étape importante. Donc lématiser, le terme est un peu compliqué, hein, mais ça consiste à trouver les formes canoniques d'une expression. Donc par exemple, de voir que belle, avec un S, c'est beau au féminin pluriel. Alors à quoi ça sert hein, pour des chatbots? C'est de se rendre compte que finalement qu'on dise elle est belle, elle était belle ou il est beau, finalement c'est à peu près toujours la même chose, hein, c'est la notion de être beau. Et là pareil, en fait, si vous avez un bon lématiseur, ça évite à ce que vous ayez à écrire plein de patterns et enfin, j'en ai un petit peu parlé avec l'exemple de la viande, donc ça c'est le même exemple sur les légumes, hein, histoire de varier les plaisirs. Donc c'est ça définir des petites ontologies, de dire par exemple je mange des légumes, j'ai mangé des légumes ou je mange des carottes ou je consomme du chou-fleur. C'est quand même à peu près la même notion, hein, c'est je mangeais légumes et tout ça rentre un petit peu dans le même sac. Et donc typiquement un outil de compréhension de texte qui va passer par certaines de ces couches-là, pas forcément toutes, hein, pour à peu près comprendre ce qu'on veut raconter. Typiquement, c'est ce qui se fait sur les chatbots hein, pour comprendre ce que dit l'utilisateur. Oui, donc on a parlé un peu de ChatScript. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Hein. L'intérêt, c'est que les sources d'un robot sont écrites au format texte. Donc ça permet d'avoir une vraie gestion des sources. Ça veut dire on peut utiliser guide derrière, on peut avoir du versionning, des branches, etc. etc. C'est extrêmement performant. Il peut tenir 10 000 conversations simultanées sur un tout petit serveur. C'est plutôt pas mal. Ce qui est important aussi, c'est la capacité à faire tourner des très gros robots. Alors, en fait, ça a l'air de rien, mais le fait de faire tourner le moteur, le chatbot Leubner qui fait 15 000 règles, juste d'être sûr qu'il le fasse tourner, c'est quand même une bonne garantie de monter en charge. Hein, on n'aura pas, avant d'avoir des robots plus gros que le Leubner, hein, on a le temps de voir. L'inconvénient de tout ça, c'est aussi le pendant un petit peu du fait d'avoir des outils non graphiques, hein, enfin d'avoir du texte hein, pour gérer les sources, c'est qu'il n'y a pas d'interface graphique pour gérer les règles. Vous les écrivez en texte. La plupart des outils hein, aujourd'hui, c'est effectivement, vous avez des bulles hein, avec des ordres d'enchaînement, et effectivement, au départ, quand on démarre sur un outil, c'est beaucoup plus sympa hein, d'avoir un outil graphique. La courbe d'apprentissage est plus sympa au départ avec un outil graphique. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'outil graphique aujourd'hui pour gérer les règles, tout c'est en texte. Et il y a effectivement un langage à apprendre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai raconté? Question sur les lématiseurs, est-ce que tu en as en français? Oui. Il y en a en français. Oui, ça se trouve. Il y en a plusieurs. Suivant les langages qu'on utilise, il y en a en Java qui sont bien, qui sont open source. Ça existe. Oui. Moi j'ai une question plus. Ouais, est-ce que ChatScript est ouvert à d'autres technologies? Est-ce que si on a une brique par exemple qui est basée sur des réseaux de neurones qui sait faire de la lématisation, qui sait faire des ontologies un peu particulières, est-ce qu'on peut l'interfacer et enrichir ChatScript avec Oui, en fait c'est ce qu'on a fait hein, sur la partie, comme là c'est un langage à pattern, les patterns c'est pas toujours extraordinaire hein, pour détecter les entités et les intentions. Donc nous on l'a couplé avec un autre outil dont j'ai très rapidement parlé qui s'appelle Rasa, qui permet de détecter par machine learning les intentions et les entités. Donc ça se fait en fait ces outils qui sont ouverts, donc ça peut s'interfacer avec ce qu'on veut. Ça vient quand même au prix d'une complexité supplémentaire dans l'architecture, donc il y a toujours un prix à payer, il faut l'interfaçage entre les différents outils est pas forcément hyper évident, même si les outils sont bien faits. Je suppose qu'il gère la mémoire entre les phrases, c'est-à-dire qu'il sait tenir une conversation où l'utilisateur revient sur quelque chose sans explicitement répéter les informations. Par exemple, on dit qu'on va au resto et le robot répond, et après on dit quelque chose, il a quand même pas oublié qu'on voulait aller au restaurant. Il retient ce qu'on a dit, alors ça tous les outils permettent de retenir en fait ce qui a été raconté, mais effectivement la capacité de passer d'un sujet de conversation à un autre, de revenir à autre chose, de passer du coq à l'âne, c'est une des qualités de ChatScript. C'est vrai qu'il a été écrit un petit peu aussi pour gagner le Leubner, et c'est une des capacités que les juges cherchent quand ils testent les robots pour le Leubner. C'est vraiment de passer de qu'est-ce qui est le plus gros entre un éléphant et une souris, est-ce que je peux rentrer dans une maison. Voilà, ça passe vraiment d'un sujet de conversation à très différent.
C'était par rapport, vous parliez de la fin des applications, et par exemple, si on met un chatbot sur un Messenger, est-ce que dans le futur, on est propriétaire en fait de l'utilisateur ou non? Ah oui, il y a une vraie question effectivement sur le lien avec le canal, qui est un point tout à fait important. Effectivement, une entreprise qui choisit aujourd'hui d'avoir son chatbot exclusivement sur Facebook Messenger, ça veut dire qu'elle est dépendante de ce canal et dépendante aussi du bon vouloir que Facebook aura de lui donner l'accès à ses propres clients, finalement. Aujourd'hui, pour une entreprise, c'est gratuit de passer par Messenger. Demain, Facebook pourrait tout à fait demander une redevance pour le fait d'avoir juste le droit de passer par son canal. Donc effectivement, le choix du canal, c'est quelque chose d'assez structurant. Après, il y a des canaux qui sont plus libres, hein. L'email, par exemple. On peut faire du chat via de l'email. C'est des conversations moins instantanées, hein. Donc on aura tendance à mettre plus de contenu dans un email parce que le rythme sera moins rapide. L'email, c'est un canal ouvert. Le SMS, c'est un canal aussi relativement ouvert, c'est-à-dire que ça ne dépend pas d'un seul opérateur. Donc effectivement, le choix du canal et le fait d'avoir une techno qui soit pas forcément monocanal, hein, c'est quelque chose d'assez important. Bonjour à tous, moi je m'appelle Romain, je suis l'un des cofondateurs donc, de Fraîcheur. On est une équipe de 4 personnes, je vous en parlerai un petit peu plus après. Et bon, la présentation que je vais vous faire là, elle est beaucoup moins technique, elle est beaucoup plus orientée sur le business de lancer un chatbot et sur l'expérience utilisateur qui en découle en fait. Donc je vais commencer par vous raconter un petit peu comment on en est venu à créer Fraîcheur. Donc on s'est attaqué à l'industrie des médias, qui est une industrie qui a connu une énorme révolution dans les années passées, que vous connaissez, qui est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est les nouveaux médias, c'est-à-dire qu'on va plus les personnes entre 20 et 30 ans vont de moins en moins sur les médias traditionnels pour suivre l'actualité, sur lemonde.fr. Ils vont télécharger de moins en moins d'apps, comme je le disais tout à l'heure, et ils vont consommer l'information directement en fait, sur les réseaux sociaux. On va lire les titres sur Facebook, on va lire les tweets rapidement, et on ne va pas entrer en profondeur dans l'actualité. Et ça soulève 2 gros enjeux. Le premier gros enjeu, c'est un enjeu business pour les médias traditionnels qui aujourd'hui ont un modèle qui fait que c'est plus rentable pour eux de fonctionner de cette manière-là parce qu'ils ont des énormes équipes de journalistes, d'investigation qui vont aller chercher le contenu, qui vont le produire et qui vont rédiger des articles. Donc ces équipes-là, elles ont des coûts structurels assez énormes. Et pour autant, ils ne sont plus en contact direct avec les utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs, ils sont plus sur leur site, sur leur plateforme. Et c'est là que se font les revenus. C'est sur la plateforme lemonde.fr où il y aura de la pub, où ils vont récolter de la donnée. Là, typiquement aujourd'hui, si un utilisateur lit un article sur Facebook et que, comme c'est le cas dans la majorité des cas aujourd'hui, il ne clique pas sur l'article, ben, le monde qui a produit le contenu ne va pas bénéficier financièrement de cette vue-là et de ce contenu qui a été produit. Et le deuxième gros enjeu, qui est celui qui nous importe le plus à nous, c'est un enjeu de société parce que avec cette manière de consommer l'actualité, il y a beaucoup de risques qui en découlent parce qu'on l'a vu aux États-Unis avec les fake news, avec les élections aux États-Unis, etc. Cette façon de consommer l'actualité, elle produit du contenu qui est très partiel et donc qui est potentiellement biaisé. Et ça rejoint encore le fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un besoin vraiment financier de ramener du monde sur leur site et donc du coup ça amène des titres qui donnent envie de cliquer et qui parfois sont fallacieux. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a décidé de créer Fraîcheur. Donc Fraîcheur, c'est un chatbot avec lequel l'actualité vient directement à vous via Messenger. Donc en fait ce qui se passe, c'est que l'utilisateur va lancer une conversation avec Fraîcheur sur Facebook comme s'il s'adressait à un ami. Fraîcheur va lui poser quelques questions simples pour comprendre ses centres d'intérêt, savoir s'il s'intéresse au sport, à la politique, aux startups. Et en fonction des réponses qu'il va donner, l'utilisateur recevra chaque matin un condensé personnalisé de l'actualité. L'idée avec ce condensé, c'est d'offrir du contenu en profondeur le plus possible, mais de manière brève, parce que c'est ce que recherche aujourd'hui l'utilisateur. Il veut passer d'une actu à l'autre, d'un média à l'autre très rapidement. Et nous, on veut lui offrir les clés pour comprendre cette actualité. Pas toutes les explications parce qu'il va pouvoir approfondir ses recherches lui-même, mais les clés pour au moins avoir la possibilité de comprendre cette actualité et pas simplement survoler l'information avec un titre. Et ça c'est possible grâce au canal des chatbots parce qu'il y a l'aspect court, l'aspect d'actu qui vient à moi et aussi l'aspect interactif. On fait beaucoup de sujets du type comprendre la situation en Syrie en 10 questions et donc l'utilisateur va faire un petit quiz pour comprendre ces sujets d'actualité. Et tous ces éléments-là, c'était pas possible avant, et aujourd'hui, avec ce média-là, on a vraiment toutes les
tous les critères que recherche l'utilisateur qui sont réunis pour lui permettre de comprendre rapidement et en profondeur l'actualité. Donc quelques chiffres sur Fresheur. Bon, les chiffres qui sont écrits sont pas très importants. Ce qui est important, c'est les idées qu'il y a derrière. Quand on lance un chatbot, le premier élément, c'est de réussir à avoir du monde dessus. Et comment on peut mesurer ça? Donc c'est le taux de conversion. Nous, pour notre cas, sur la landing page, sur notre landing page, on a simplement une proposition de valeur toute simple, l'actu dans ta poche en 2 minutes. Et on doit mesurer donc avec cette landing page quel est l'intérêt des gens pour cette proposition de valeur. C'est la méthodologie du Lean Startup, c'est-à-dire plutôt que de vous lancer dans la confection d'un produit super compliqué, super précis, etc., vous faites un truc super simple et vous regardez si les gens sont intéressés. Donc ce taux de conversion, ce chiffre, c'est un moyen qui est excellent au début pour vérifier le besoin pour votre proposition de valeur, mais il n'est pas pour autant significatif sur votre capacité à réussir un business qui va être pérenne, parce que les gens peuvent cliquer simplement par curiosité au début, quand ils voient votre proposition de valeur. Donc après, le deuxième élément qui va vous permettre de vérifier un petit peu plus cette proposition de valeur par rapport à votre produit, c'est l'acquisition par bouche à oreille. Quand on parle d'un produit à un ami, c'est parce que on est quand même assez confiant sur le fait que ce produit va lui plaire et qu'il va lui apporter quelque chose. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément qui est beaucoup plus fort et qui est l'élément qui va vraiment décider si votre business est pérenne ou pas, ben c'est la rétention. Surtout pour les chatbots, parce que les chatbots ont la particularité d'être super faciles à installer. Ça prend 2 secondes. En ce moment, en plus, il y a la particularité que c'est quelque chose qui attise la curiosité de beaucoup de gens. D'ailleurs, qui a déjà essayé un chatbot sur Messenger ici? Ok. Et qui a déjà essayé Fresheur? Okay. Et donc, voilà, ce chiffre-là, c'est celui sur lequel nous on travaille le plus aujourd'hui, celui de la rétention, parce qu'il démontre notre capacité non seulement à avoir un produit qui intéresse vraiment les gens et qui ne traduit pas une simple curiosité, mais aussi après, quand on va voir des investisseurs en termes de business, avoir la capacité d'avoir des utilisateurs sur le long terme et donc de les monétiser. Donc voilà, aujourd'hui on a échangé 1 million de messages sur Messenger. On est super fiers de ce chiffre parce qu'on a lancé Fresheur il y a seulement 3 mois. Et aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, on a utilisé la méthodologie du Lean Startup dans le sens où on a fait un produit ultra basique. Dans la liste que tu faisais tout à l'heure des plateformes pour créer des chatbots, on a utilisé vraiment la plus simple, qui est une plateforme de blog qui s'appelle Chatfuel, que vous connaissez peut-être. Et encore une fois, notre intention, c'était de vérifier, avant de nous lancer dans le développement d'un chatbot complexe, qu'il y avait un besoin, que les gens voulaient de l'actu par ce moyen-là. En l'occurrence, on l'a vérifié, donc depuis quelques semaines, Juan, notre développeur, est en train de bosser sur une technologie beaucoup plus puissante, qui permet justement de ne pas fonctionner simplement sur un système d'arbres, mais aussi de faire des recherches directement sur le web. Quand l'utilisateur pose une question de l'actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Peux-tu me dire qui est la liste des ministres de Macron? C'est le genre de questions qu'on reçoit souvent. Et donc aujourd'hui, voilà, maintenant qu'on a vérifié ce besoin-là, on commence le développement de la vraie technologie. Et le second élément pour les prochaines étapes de Fresheur, c'est la croissance, de continuer à acquérir du monde. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, certes c'est simple d'installer un chatbot, mais pour beaucoup de gens, ils ne savent pas comment faire. En fait, ils ne savent pas où aller, où trouver un chatbot. Est-ce que je dois taper dans la barre de recherche de Facebook et puis aller sur la page Facebook et liker la page Facebook? Certains croient qu'il faut liker la page Facebook pour le chatbot. Est-ce qu'il faut faire une recherche directement dans l'appli Messenger, etc. Et donc, il va y avoir un petit peu, grâce à Facebook justement, qui est en train de mettre en avant la plateforme Discover, qui sera une plateforme comme un App Store en fait, mais pour des bots, cette évangélisation des chatbots. Mais aujourd'hui, voilà, ça représente l'enjeu vraiment essentiel de faire connaître non seulement les chatbots, et Fresheur en particulier. Voilà, donc derrière Fresheur, il y a une équipe, comme je vous disais, de 4 personnes. On a la particularité de tous avoir moins de 25 ans. Donc Dylan, que j'ai rencontré en prépa avant de rejoindre l'école de commerce et qui lui est dans une autre école de commerce. Julien qui s'occupe de toute la partie growth hacking qui nous permet d'avoir justement du monde sur le chatbot. Et Juan qui lui est notre spécialiste de l'IA qui bosse sur une version, comme je le disais, beaucoup plus complexe. Voilà. Donc maintenant, je vous invite tous à tester Fresheur, c'est tout simple, vous allez juste aller sur Messenger, l'application, et à taper Fresheur dans la barre de recherche, vous trouverez notre chatbot, vous pourrez lancer une conversation avec lui, et puis vous recevrez votre actualité chaque matin personnalisée. Voilà.
Oui. Je reviens de besoin, je trouve ça vraiment pertinent. Ma question, c'est ce que tu dis que tu réponds à la fake news, etc. Selon le elle provient d'où ta data fondamentalement? Comment est-ce que tu vas sélectionner tel ou tel article pour répondre à telle ou telle question? Alors nous, on s'est fixé une liste de médias qui sont les médias traditionnels et je dirais mainstream, qui sont les plus suivis et qui ne sont pas extrémistes, que ce soit à gauche ou à droite, des médias qui sont plutôt soft dans leurs propos, voilà. Parce qu'on essaie d'avoir le moins d'orientation politique possible. On est seulement orienté dans le sens où on ne va pas mettre des actus d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais sinon on essaie de ne pas être orienté entre le centre gauche et le centre droit. Donc voilà, il y a des critères d'objectivité et des critères aussi de qualité journalistique qui font qu'on sélectionne une certaine liste de sources. Et à partir de ça, il y a nos rédacteurs qui sont en fait des utilisateurs de fraîcheur qui ont voulu s'impliquer dans la plateforme, qui lisent des articles quotidiennement, chacun dans leur catégorie, qui les résument. Comme ça, ils sont un petit peu des spécialistes de leur catégorie. Et nous, on va dispatcher en fonction des centres d'intérêt après auprès des utilisateurs. Donc, petit résumé, finalement, en fait, c'est ta communauté qui y contribue. Tout à fait. Ouais. D'accord. Enfin, au début, c'était beaucoup nous, c'est-à-dire on dormait pas beaucoup, mais l'idée c'est ça. Tout à fait. Et ça me fait penser à la plateforme Scoopit aussi, qui fait du contenu par curation. C'est hyper intéressant ce qu'ils font parce qu'au-delà d'aller juste sur du modéré, en plus, c'est comme tu as de la curation, finalement, c'est les experts qui choisissent. De chaque. Ouais, tout à fait. Et donc les contenus qui sont présents, ils sont issus d'un journal traditionnel, qui sont curés ensuite, et la propriété de l'article, c'est la personne qui écrit le résumé. Est-ce que par exemple, quand vous prenez des articles d'un journal existant, vous les mettez au courant ou même pas? Alors pour l'instant, encore une fois, toujours sur cette méthodologie d'une startup, on s'est dit qu'on allait vraiment faire notre truc de notre côté et puis ensuite les contacter en leur disant voilà, chaque jour j'ai 300 000 personnes qui cliquent sur les liens qui redirigent vers ton site et je sais que toi tu as du mal à avoir du monde sur ton site. Donc ça serait cool que tu participes à ça, soit par des liens sponsorisés ou par un autre élément, mais c'est pas la majeure partie de notre rémunération pour le chatbot. Il y a de la rémunération aujourd'hui? Alors on ne se rémunère pas, mais par contre dans notre business plan, c'est la data qu'on va collecter. Par exemple, on a fait un petit sondage sur une innovation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On a récolté, je crois, 4000 réponses en la matinée. Et ça, c'est des éléments qu'on peut monétiser pour des applications qui veulent tester des nouvelles fonctionnalités. Il y a cet élément-là, il y a l'élément aussi accompagné d'autres médias traditionnels qui sont en train de faire leur transformation digitale avec notamment des chatbots. Parce que nous, on est en train de construire une plateforme qui est dédiée à la construction de chatbots médias et de les accompagner pour les aider à construire le leur. Ouais. Sur cette plateforme, justement, vous appuyez sur une des solutions qui était présentée avant, la plateforme Microsoft, IBM. Ouais, alors je crois qu'ils utilisent Luis, mais je suis pas certain à ce niveau-là. Mais en effet, ouais, Juan, je t'avoue que l'aspect technique, je ne maîtrise pas du tout, mais il utilise Luis. Voilà. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus. Chatfuel, c'est vous en fait? Parce que quand on va sur les options supplémentaires, ils proposent de créer un chatbot avec Chatfuel. Chatfuel, c'est la plateforme dont je parlais, justement, qui est ultra simplifiée, qui permet de faire ça sans développer. Voilà. Il récolte des données. On va s'arrêter là pour les questions. Du coup, merci beaucoup pour ta présentation. Télécharger Fraîcheur, il n'y a pas besoin de télécharger, allez dessus, c'est le but. On va terminer, alors après il y aura juste une petite présentation, on reprendra le cocktail donc de petite installation. On va juste terminer avec quelques mots donc, de Arnaud qui nous vient tout droit d'IBM et qui va vous proposer quelque chose puisqu'on a construit un petit peu la thématique de ce meet-up aussi pour que ça soit en résonance avec un meet-up d'IBM dont il va vous parler. Merci. Voilà, donc, mon pull rose n'indique pas, donc je confirme que c'est bien IBM. J'ai pas moins de 25 ans malheureusement, mais quand même, on m'a chargé d'organiser un meet-up qui n'est pas positionné en concurrence avec celui-ci. C'est autour de la plateforme Bluemix, qui est la plateforme as a service d'IBM, d'accès à un certain nombre de services. Et ce qu'on a décidé pour le premier meet-up, donc qui est la semaine prochaine, vendredi prochain soir à l'EM Lyon, donc à Écully, c'est de démontrer un service d'IA, de démontrer en 40 minutes comment j'accède à travers cette plateforme de cloud à des services cognitifs. Donc il y a
des technologies basées sur du machine learning, il y a des technologies plus basées à base de règles. Et comment je monte un chatbot en allant chercher des technologies qui en ont un peu sous le pied et puis qui peuvent être mises en production assez rapidement. Et tout ça par un expert assez pointu de l'IA. Peut-être rajouter que c'est sans coder le principe du... Alors c'est le concept du no-code, low-code. Enfin l'idée c'est quand même effectivement de manipuler un peu autant que possible. Il y aura un peu de code, hein, c'est forcé, et puis on part sur quand même des assets qui existent déjà. Mais voilà, c'est pour monter des choses, voir où est-ce qu'on peut aller en termes aussi de scalabilité et de puissance des services. Tu peux redonner la date et le lieu juste? Vendredi prochain, pas celui-là, celui d'après, c'est donc le 29. Écully, et il faut aller sur, nous appelons IBM Lyon Meetup. Non, Bluemix, IBM Lyon, enfin mettez ça dans l'ordre que vous voulez, vous allez trouver. C'est Bluemix, voilà, c'est la plateforme. Et nous sommes référencés sur la page de ce soir, pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous êtes bienvenus. On a une salle qui est scalable aussi, on peut avoir le grand amphi, tout ce qu'on veut, donc on peut être des milliers, il n'y a pas de limite. Voilà. Sur le meetup, c'est marqué lundi 29. Ouais, bah c'est une erreur de ma part alors. Eh bien, clique sur le lien, peut-être ça sera la bonne. Comme sur le lien justement du... Ah bah ça c'est pas bon, voilà. Donc on va revoir ça. On va vérifier ça. T'es sûr que c'est pas le lundi 29? C'est le 29, effectivement. C'est un lundi. Donc, merci de préciser. D'autres questions pratiques ou moins pratiques? Bah merci. Merci à toi. Du coup voilà, ça peut compléter de façon avantageuse, on va dire, de mettre un peu les mains dans la pâte et de voir ce que ça donne directement avec un service qui sera ouvert par IBM pendant une soirée. Du coup, avant de vous laisser aller discuter de tout ce qui vient d'être dit, je vous propose de vous présenter rapidement une petite installation, on va dire, à vocation artistique que j'ai fait l'année dernière. Je ne pensais pas un jour la ramener sur un meet-up, mais il se trouve qu'elle rentre pile poil dans le thème, donc je m'en suis rappelé et je me suis dit que j'allais vous en parler. L'année dernière, j'étais pas autant à fond dans l'intelligence artificielle, je l'avais pas fait pour que ça soit pour que ça ait un quelconque lien avec l'intelligence artificielle, je m'en suis aperçu après. On m'a dit ah, il y a de l'IA dedans. J'ai fait non, on m'a dit si. J'ai dit ok, ça marche. Je sais pas si je vais arriver à aller jusque là avec le. On va dire que vous allez tous voir comme ça. Je peux rapprocher. Ou je peux rapprocher. Ouais, mais c'est plus simple, j'aime pas. Ah mais là ça va, on est pas nombreux. Tu veux rapprocher un truc? De toute façon avec ouais non c'est vrai. Vaut mieux qu'il y ait des belles couleurs que des grandes images. Hop. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ouais, pas tout le monde. Un Leapmotion, donc c'est un petit device qui est assez marrant mais qui sert pas à grand chose dans l'absolu. Je suis pas vendeur chez eux, c'est la preuve. Il y a des petits infrarouges dedans, donc là on les voit clignoter. Et le but c'est de repérer les mouvements. Donc on peut le prendre en brut et repérer à peu près n'importe quel mouvement si on va chercher les données brutes. Mais dedans il y a un petit logiciel qui permet en fait de rajouter une couche sur ce repérage et de repérer directement les mouvements de la main et des doigts, de repérer chaque doigt, les deux mains, etc. Et donc on peut se balader au-dessus et il va comprendre nos mouvements. Donc ça permet un principe d'interaction un petit peu sympa, un petit peu différent du clavier, voilà. On est un petit peu sur les mêmes technologies que Kinect, pour ceux qui connaissent, mais dans un scope beaucoup plus petit et beaucoup plus précis. C'est, on va dire, il y a ce compromis qui se fait, donc c'est pas tout à fait les mêmes utilisations que Kinect, ça va être tout le corps à 1 mètre de distance. Là, on va être dans un champ d'environ 50 cm, mais on va être juste sur les mains, et avec vraiment de la précision sur les mouvements des doigts, etc. Voilà, même quand on tourne la main, il reconnaît bien, vous allez voir. Pour ceux qui veulent, après, on pourra faire des petites démos sur des logiciels exprès, où on voit nos mains, où c'est tout joli, etc. Hop. Alors... Le principe, donc en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que la notion d'interface, pour moi, elle est un petit peu double, elle se décline en deux voies. Il y a les interfaces qu'on essaye de fluidifier au maximum, c'est par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure avec la table, on laisse très peu de principes d'interaction et l'utilisateur prend en main l'interface et se l'approprie comme il veut, et il y a une intelligence artificielle derrière qui comprend comment la personne va l'utiliser et il le fait comme il a envie.
ou des interfaces qui drivent beaucoup l'interaction, qui sont très présentes dans l'interaction. Donc ça va par exemple être les principes de suggestion de YouTube. Donc comme il y a deux types d'interfaces, une interface qui donne le pouvoir à l'utilisateur et une interface qui a beaucoup de pouvoir et qui s'impose à l'utilisateur, et que les deux permettent des choses différentes, j'avais envie un peu de les séparer. Et là je parle sous la caution artistique, hein, tout ce que je dis n'est ni vrai ni faux, c'est juste un pur point de vue personnel pour mettre en avant une petite distinction que j'ai repérée. Donc j'avais envie de parler plus d'interface, mais d'exterface, parce qu'en fait, quand on pense à l'interface, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une relation entre deux pôles. Et en fait, quand l'interface devient suggestive, quand elle a du pouvoir et que le pouvoir n'est pas donné à l'utilisateur, elle se place comme un tiers, un troisième pôle dans l'échange qui vient apporter des choses. On n'a plus juste une machine et un homme qui la commande, on a l'interface donc qui devient une exterface qui est active. Donc exterface pour dire qu'on n'est plus à l'intérieur, on est à l'extérieur de la relation homme-machine. Et on apporte quelque chose en plus. Voilà, c'est une notion que j'avais envie d'inventer pour décrire cette distinction. Et donc j'ai créé ça pour l'exemplifier, on va dire, puisque donc on a un petit robot qui est là, qui s'appelle AmazeMe, et donc un programme sur l'ordinateur génératif qui marche avec le Leapmotion, donc là il repère mes doigts. Et le but, ça va être de générer des feux d'artifice, parce que le feu d'artifice, on va dire que pour tout le monde, c'est à peu près un truc joli. Et en fait, je me suis dit, pour tester cette notion d'exterface, il faudrait réfléchir à ce qu'il y a de plus humain. Et je me suis dit que la beauté, c'était pas mal quand même. On a du mal à considérer qu'une intelligence artificielle va trouver un tableau beau réellement, on considère que c'est quelque chose de très sensible, de très humain. Je me suis dit, si une intelligence artificielle est capable de nous influencer dans notre choix de la beauté, dans notre décision vis-à-vis de la beauté, c'est qu'elle aura été en termes d'interface très très puissante dans notre humanité. Donc ça aurait été vraiment une exterface très forte. On aurait été vraiment au maximum de l'exterface. Si l'exterface modifie ce qu'il y a de plus humain en nous, elle est vraiment extérieure à l'échange qu'on a d'habitude avec la machine quand on a le pouvoir. Donc voilà, j'avais envie de mettre en lumière ça avec la notion de beauté. Donc un petit feu d'artifice qui est censé être quelque chose de beau, de joli, et on va voir que en fait le petit robot qui est là va donner son avis par rapport à ce que je vais faire, au feu d'artifice que je vais produire, et en lisant ce qu'il va me proposer comme suggestion vis-à-vis du feu d'artifice, est-ce que je vais me laisser influencer par lui, est-ce que quand il va me demander, je sais pas, une belle bleue, je vais faire une belle bleue, est-ce que quand il va me dire qu'il y a trop de lumière et trop de feu d'artifice, je vais être d'accord avec lui, est-ce que ça va attirer ma conception artistique vers les mêmes conceptions que lui a dans son petit programme. C'est la question que pose le petit dispositif. Donc voilà, je vais le tester, puis après je vous laisserai le tester. Bon, alors il a je lui ai mis 2-3 conneries, du G-fin, des phrases de Descartes, je pense donc je suis, des choses comme ça. Donc le but c'est, on a la main, on a les deux doigts des côtés, quand il passe sous la barre, il lance des petits bulles, et les trois autres, plus on les laisse longtemps, plus il crée une grosse bulle qui est un espèce de feu d'artifice, voilà, qui explose. Et après, bon bah voilà, là il a vu qu'il y en avait une rouge, donc il est content, il en veut plus, donc là il va falloir lui balancer, il faut que je reste au-dessus quand même. Faire des grosses. Voilà, bah là il est pas content, il me dit que je suis mauvais, il me dit que mon feu d'artifice est moche, donc je suis un petit peu dégoûté et je vais essayer de donner un petit peu plus de prestance à ce feu d'artifice. Ah bah voilà, là il est content. Là. Ah, tout de suite il y a de la lumière, il est content. Et je trouve qu'avec sa petite tête carrée, là, là il est pas content, on voit plus rien, il y en a trop, donc il faut calmer. D'ailleurs le programme rame un peu, c'est bien la preuve qu'il y a une bonne communication entre eux. Je trouve qu'on est assez bien attiré par son avis, on se laisse avoir, on se laisse aller, donc je trouve que ça marche assez bien. Bon, il n'est pas censé rester... Ah bon, voilà, il se fait vraiment chier maintenant. Alors, on va en faire une énorme. Ah, il est content. C'est très satisfaisant, moi, je vous jure. On peut passer des heures comme ça. Bon, c'est un peu fatigant pour les mains. La preuve que ce dispositif n'est pas encore... Voilà, bah, voilà, donc bon, dedans, hein, le fonctionnement, c'est dans un Arduino, il n'y a pas de machine learning, tout ça, il y a une espèce de... ce qu'on appelle une machine à états, donc on a un certain nombre d'états qui correspondent ici, donc il y a le programme qui tourne,
il y a certaines choses qui se passent et on va dire par exemple quand il y a une grosse rouge, il envoie de l'information dans le fil, l'Arduino le voit, il envoie tel message parce que ça correspond à « oh la belle rouge ». Voilà. Donc c'est juste un moteur d'état comme ça en fonction d'un certain nombre de choses qu'il y a là-dedans. Je crois que j'avais commencé à l'époque à lui créer une petite mémoire pour faire un petit truc d'apprentissage, mais j'étais jamais allé au bout. Et là, en l'état, c'est juste une petite machine à état. Mais ça marche assez bien quand même. Il y a une trentaine d'états différents, donc les premières fois qu'on l'utilise, on se laisse avoir. On n'est pas à se dire que c'est ultra répétitif. Les états s'enchaînent pas toutes les 2 secondes. Il y en a un toutes les 30, 40 secondes. Donc on a de quoi jouer un petit peu avec avant de se rendre compte que c'est complètement con. Voilà, donc c'est un petit dispositif artistique, vous pouvez vous amuser avec. Vous avez là l'explication que j'avais écrite à l'époque, donc elle doit reprendre à peu près les... Ah oui, il y avait une jolie phrase que j'avais écrite, c'était « En devenant suggestive, elle semble devenir subjective ». L'interface, voilà. Donc c'est ce point où l'interface, en se plaçant comme un tiers, gagne une subjectivité que nous, on lui prête en fait. Elle n'en a pas en propre, mais nous, on lui prête une subjectivité. Et quand on joue avec ça, on est content quand il est content, on n'est pas content quand il n'est pas content, on a une vraie empathie, donc on lui prête une subjectivité. Voilà, merci d'avoir assisté à ce meet-up. Et puis, vous avez une question par rapport à ça peut-être avant ? Non, c'est la licence artistique, de toute façon vous pouvez pas critiquer, vous pouvez pas, voilà. Je l'ai fait sans but, tout va bien.